Salut tout le monde, nous sommes le lundi 27 mars. On va pas se tromper dès le début. Bienvenue pour ce 24e épisode d'Overtime. Les quarts de finale sont terminés, les play-outs sont terminés. Maintenant, il ne reste plus que les demi-finales et le barrage. Pour revenir sur tout ça, je suis Pascal Eberhardt, accompagné de David Pietronigro. Salut David. Salut Pascal et bonjour tout le monde. Oui, il ne faut pas se tromper. Comme on nous demande dans le chat, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui, comme d'habitude, nous salue, Pascal, savoir Quentin, qui tacle un petit peu ceux qui sont éliminés. Oui, c'est de bonne guerre, on va dire. C'est de bonne guerre, mais lui, il est du bon côté, donc on peut plus faire le malin. Il y a Vladi, Hannibal, qui nous demande d'ailleurs si les cheveux tirent pas un petit peu ce matin. Bon. Sans un petit peu de fatigue, on va pas s'en cacher. La fatigue est là, mais c'est normal après les quarts de finale, surtout maintenant qu'avec les séries décalées, que ce soit les quarts de finale entre eux ou ensuite avec les play-outs qui ont été sur les jours où il n'y avait pas de quart de finale ce week-end, ça rend la chose plus compliquée pour nous. Vous l'entendez, la voix va bien aussi, va mieux chez moi en tout cas. Toi, t'as pas eu trop de problèmes. Moi, j'ai toujours eu des matchs en prolongation aussi, donc voilà. Et quand on travaillait pas, on regardait les matchs aussi, donc finalement, on n'a pas arrêté là depuis 2 semaines. Oui, non, mais moi, j'ai pas commenté ce week-end. C'est aussi pour ça que la voix est un peu plus reposée, contrairement à toi. Moi, ça remonte à jeudi le dernier. Mais voilà, pour ça, oui, vous êtes très nombreux, je crois que tu as déjà fait la liste, on rajoute aussi Thomas, Nicolas, Richard qui nous salue, même si Richard lui doit encore attendre 6 mois pour avoir du hockey sur glace puisqu'il est supporter de Fribourg, mais voilà, ce sont les aléas je suis sûr qu'il est passionné puis qu'il continue de regarder ce qui va se passer, qui peut nous poser des questions. Alors, aujourd'hui au menu, eh bien, on va revenir en détail sur les matchs d'hier, mais sur les quarts de finale en général, hein, Pascal, puisque tout est terminé, comme tu l'as dit dans ton introduction. On parlera aussi de la fin de cette finale de play-out entre Ajoie et Langnau, et on se projettera ensuite avec les demi-finales qui arrivent dès jeudi et le début du barrage de promotion-relégation dans un derby de l'Arc jurassien là, qui sent le soufre, la poudre, hein, vraiment, mais tout ça sera peut-être un petit peu plus tard. On va aller un petit peu dans l'ordre avant de rappeler peut-être le procédé de notre émission et où on peut nous écouter et réécouter, Pascal. Ouais, bah vous commencez à le savoir maintenant depuis pratiquement 100 émissions. Vous pouvez nous écrire bien évidemment dans le chat, on lit les commentaires avec David. On a 2 écrans pour être sûr de ne rien louper de vos questions et de vos remarques. Et puis vous pourrez retrouver en rediffusion sur Facebook et sur YouTube la version vidéo dans l'après-midi de cette émission. Et puis en version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast également dans l'après-midi. Puis surtout, restez avec nous si vous êtes sur Facebook en direct maintenant à 12h05. Et posez vos questions. C'est le plus important. Et puis on va se lancer dans le premier quart de finale, David. Honneur au vainqueur de la saison régulière, Pascal, Genève Servette, qui est venu à bout de Lugano dans ce quart de finale. Score de la série 4-2 pour les Aigles, hein, qui ont, si on va dire, résume d'abord dans un premier temps, du transpiré, qui sont passés un petit peu par tous des états d'âme, qui ont un petit peu douté, qui se sont rassurés sur la fin, si on peut le dire de cette manière-là. Et le match d'hier soir était bien sûr important pour la formation de Yann Cadieux d'aller gagner cet acte 6 sur la glace de Lugano. Si on prend d'abord le plus chaud, peut-être le match d'hier, Pascal, Genève a montré qu'il était sur la pente ascendante et qu'il voulait faire de cet acte 6 l'acte décisif en menant rapidement au score. En menant même 3-0 avant la mi-match, Genève a quand même fait les choses pour se mettre à l'abri dans cette rencontre et dire qu'il n'avait pas remporté la saison régulière pour rien par rapport au 10e de la saison. Bien sûr, les grands Tanner Richard hier, je crois que les playoffs et le fait d'avoir été un petit peu motivé par certains supporters tessinois l'a certainement transcendé. Il est très provocateur dans sa façon d'être en général. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, hein, notre collègue Jean-Philippe aime bien dire qu'il a 3 poumons pour discuter avec les arbitres. Là, il avait en plus un bras supplémentaire juste pour saluer les supporters luganais. On aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que c'était de bonne guerre. C'était une provocation gentillette. Hein. Les supporters de Lugano ont très bien réagi avec les pancartes. Bienvenue au cirque. La banderole CNI. C'est donnant-donnant. J'ai trouvé que ça restait dans la bonne humeur, dans ces chambrages entre joueurs et quand supporters. Quand Richard marque hier soir, il fait son petit coucou de revoir au public. Celui-là, je l'ai trouvé sympa.
logique. Par contre, j'ai pas aimé qu'après, quand il y a les jets d'objets sur la glace, il regarde le public, et il regarde, allez-y, balancez, allez-y, visez-moi, tout ça. J'ai trouvé que là, il est allé un petit peu trop loin. Mais bon, voilà, ça fait partie du personnage, comme d'autres joueurs en Suisse qui sont comme ça, qui flirtent toujours avec la ligne rouge. Reste que c'est pas grave, mais voilà. Non, mais après... ça aurait pu, avec 40 voilà. secondes, et d'ailleurs, il l'a dit à nos collègues de la presse écrite, il regrette un petit peu d'être allé juste là, parce que ça aurait pu retourner encore le match et provoquer peut-être un retour de Lugano à 4-4 dans ces playoffs. Et dans ces playoffs, on a vu des situations absolument rocambolesques dans toutes les séries. Ça aurait pu avoir un impact, ça n'en a pas eu, heureusement pour lui. Et puis si on revient sur les 2 derniers matchs, j'ai plutôt envie de dire que sur le dernier match, on a vu, tu disais à Genève qui voulait terminer la série. Je pense que la défaite en prolongation lors de l'acte 4 a servi de coup de pied au cul aux Genevois. Ça c'est sûr, hein. C'est une évidence. Avant de parler peut-être de la série plus globalement et de voir ce qui ressort aussi du chat, que ça n'a pas été si facile que ça pour Genève dans ce quart de finale. On parle ou on parle pas de Robert Mayer? Oh, il y est arrivé, il l'a fait. Écoute, moi, ça fait. Il y a très longtemps. Oui, je le connais bien. Ça fait très longtemps. Il y a un membre du staff de Genève quand il est arrivé à Genève. Donc c'est il y a 2012, ça fait 10 ans, il me semble, 2012-2013. Il m'a dit, tu verras, il marquera un goal une fois en National League. C'est chose faite. C'est chose faite. Ouais, il a mis une dizaine d'années pour y arriver, mais depuis tout petit, Robert Mayer, il travaille ses mains parce qu'il arrivait plus tôt que ses coéquipiers à la patinoire aquaire parce que voilà, pour des questions de déplacement, c'était plus simple qu'il arrive un petit peu plus tôt. Et il a toujours travaillé beaucoup ses mains, même en tant que gardien. Et forcément, ça se voit aussi dans son jeu de canne. C'est un très bon joueur à la canne. Et là, je pense qu'il a vu l'opportunité. Il s'est dit, il y a 2 buts d'avance, il reste une vingtaine de secondes à jouer, je risque rien, je prends l'opportunité. Par contre, le tir, il est absolument parfait. Hein, si vous regardez bien, le tir, il part parfaitement. Non, il y a Tanner Richards qui essaye juste de le toucher. Il en aurait voulu s'il l'avait touché. Je pense qu'il ne se parlait plus jusqu'à la fin des playoffs, c'est clair. Mais voilà. Mais c'est aussi l'une des grosses images de ces quarts de finale, bien sûr, que ce but de Robert Mayer, si vous ne l'avez pas vu. Il est sur nos réseaux sociaux, à voir et à revoir, et ça conclut un petit peu de belle manière cette série où, justement, si on y revient maintenant, Pascal, un peu plus dans le détail, tout n'a pas été facile pour Genève dans ce quart de finale. Non, mais il faut dire qu'on a vu la tactique de Lugano se développer après l'acte 1, qui était un petit peu fou, avec ses 9 buts. Lugano s'est regroupé autour de Koskinen. On a vu une équipe qui a fait le dos rond. Tout simplement. Dès que Genève mettait un peu de pression, on a bouché le slot, on a laissé à Genève l'extérieur de la zone pour faciliter aussi le travail de Koskinen, qui a fait une très belle série, hein, soyons honnêtes, au-delà de ce qu'on attendait de ce qu'il puisse nous faire. Mais on a vraiment vu un Lugano qui a cherché à ne pas perdre plutôt que chercher à gagner, si tu vois ce que je veux dire. D'abord défendre, ensuite essayer d'aller marquer, ce qui était le contraire de la philosophie prônée par Yann Cadeux, c'est-à-dire d'aller essayer de marquer des buts, prendre l'avance le plus vite, ce qu'on a vu lors des actes 5 et 6 notamment. Et ma question, elle n'est pas là. Est-ce que Lugano ne s'est pas rendu compte après le premier acte qu'il fallait jouer pour défendre plutôt que d'ouvrir le jeu et de prendre une fessée 4-0 dans la série? Bien sûr, bien sûr. C'est clair que si Lugano avait continué sur l'acte 1, sa tactique de l'acte 1, ils n'auraient pas réussi à aller chercher 2 victoires. Ils auront peut-être une, mais 2, je ne suis pas sûr, parce que, comme tu le dis, s'ils essayaient de jouer purement offensif, là-dessus, ils n'avaient pas les armes, surtout avec l'absence d'Arcobello. Même s'il est revenu sur les 2 derniers matchs, Arcobello, il n'était pas à 100% pour ces matchs-là. Puis il n'a pas aidé son équipe depuis son retour au jeu. Si on parle que de Arcobello, il a fait un assist et pris des pénalités inutiles aussi. C'est pas été celui qui a aidé Lugano à redresser la barre dans l'ensemble. Mais c'est vrai que cette série est jusqu'à 2-2. A été indécise. Il y a eu ces 2 prolongations aussi, hein, dont une qui a souri très tardivement
à Genève Servette. Un peu chanceusement, mais il la fallait, hein, il faut dire. Je parle pas que par la décision, il y a aussi la latte 4 minutes avant le but de Guerra. C'est ça. Genève a eu beaucoup de chance dans cette troisième ça ne tient pas à grand-chose, c'est une évidence. La prolongation ensuite pour Lugano, et puis les 2 derniers matchs nettement à l'avantage des Genevois qui ont su finalement montrer qu'ils avaient construit quelque chose depuis septembre dernier, qui se retrouve aussi dans le jeu. Artikainen, pas décevant, il a mis 4 buts. Il a fait ce qu'il sait faire, c'est du Artikainen, Pascal. Il est au-dessus de sa moyenne de buts par match. Hein. On rappelle qu'il a marqué 28 buts en 50 matchs parce qu'il les a pas tous joués. En saison régulière, là, il a 4 buts en 6 matchs. C'est largement au-dessus de sa moyenne. Oui, il a su marquer les buts. Par contre, il n'a pas été décisif en powerplay comme il l'a été en saison régulière. Et ça, c'est peut-être le gros point noir que Genève doit travailler ces 4 prochains jours, en plus de la récupération des kilomètres, c'est le powerplay. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, Lugano a été très bon justement en défendant. Certes, il y a eu 4 buts de Genève en powerplay, ils sont à 14. 4 sur 28, voilà. j'ai noté. Donc ils sont à 14%, voilà. 14,5%. C'est pas... Ils étaient à 28 en saison régulière. Alors oui, en playoff, généralement toutes les statistiques descendent, à part quelques exceptions en quart de finale. Mais là-dessus, cette force-là de Genève Servette a manqué au Grenat. Après, moi j'avais aussi relevé, et Quentin le rappelle, avec l'acte 5, il y a aussi la belle histoire Simon Lecoultre. Et ça, peut-être, ça a aussi été un facteur. Moi, je pense dans le vestiaire, Pascal, ça a fait énormément, puisque Yann Cadieux n'avait pas trop aimé certaines attitudes et certains états d'esprit de ses joueurs clés. Hein. Il disait, par séquence, il avait dit à notre micro, on est rentré en mode playoff, mais par séquence, on n'y est pas du tout encore. Et je crois que le retour de Lecoultre après sa blessure et son opération a rendu ce vestiaire encore plus fort. Il s'en est servi pour dire s'il y a bien un exemple d'un gars qui s'est battu pour être là et pouvoir disputer ses playoffs, or qu'il n'était pas du tout dans les plans au début. On a bien caché ça aussi du côté de Genève Servette, c'est normal. Ça a remobilisé toute l'équipe et Lecoultre, c'était on va dire le conte de fées. C'est le prochain titre de Walt Disney, le retour de Lecoultre, parce que en plus de 2 matchs joués, il cumule 4 points. La joie de revenir, le vestiaire aussi qui le fait dignement et la qualification qui va avec, tout a été un petit peu bien écrit là dans le scénario hollywoodien de la part de Genève Servette. Je t'avoue franchement que je regardais le match vendredi soir, quand j'ai vu qu'il a marqué, j'avais le sourire rien qu'en pensant à ce qui lui était arrivé et de voir d'où il était revenu pour pouvoir jouer en play-off. Voilà, c'est la belle histoire comme tu le dis. À mon avis, oui, tu le dis, dans le vestiaire, ça a amené quelque chose. Ça a permis à Cadieux aussi d'avoir un petit peu plus de profondeur en défense. Ça lui manquait un petit peu. On va être clair là-dessus. Chanton, certes, il joue pas. Il doit avoir 0 secondes ou 30 secondes à peine de temps de jeu dans ce quart de finale. Il tirait beaucoup sur les mêmes hommes. Voilà, Temernes, beaucoup joué. Vatanen, beaucoup joué. Carrère, énormément joué. Là, tout d'un coup, il y a Lecoultre qui arrive, qui peut prendre une partie de ce temps de jeu. Il va être extrêmement important en demi-finale. Ouais, c'est une certitude. J'avais dit aussi que j'avais beaucoup aimé Tanner Richard parce qu'il s'est montré sous son meilleur jour avec des points, des buts décisifs. Lui qui n'est pas le plus grand buteur que notre championnat ait connu, mais il a quand même été top scorer de Genève Servette il y a quelques saisons. Hein. Faut pas l'oublier. Non, mais des fois, lui-même doit peut-être l'oublier que il peut faire plus confiance à son tir que de toujours chercher la passe. C'est ça aussi, hein, quand on est des passeurs comme Enzo Corvi, comme Tanner Richard, des passeurs hors pair, on pense des fois plus à la passe qui est un motif de satisfaction, mais Tanner Richard sait peut-être qu'en play-off, on doit aller en direction du but, se montrer décisif, et c'est 4 buts, 3 assists, hein, 3 buts, 4 assists pour celui qui est top scorer de Genève Servette. Donc ça aussi, c'est une satisfaction. Les points noirs, tu l'as dit, c'est le power play, parce que si on veut aller jusqu'au bout, il va falloir revenir à ce qui a été fait en saison. Moins être stéréotypé aussi dans certaines séquences aussi. Et puis se montrer impeccable. Les satisfactions encore, avant de parler peut-être négatif, mais moi c'est la rotation des gardiens. Ça a été un vaste débat et tout le monde dit on doit partir avec un numéro 1 en play-off. Gauthier a joué, Gauthier Desclous les 3 premiers matchs, Robert Mayer les 2 autres. Sans que cela prétérite du tout. Les 2 ont été très bons. Robert Mayer a été excellent. Est-ce que lui a la main chaude maintenant et doit être celui qui part à l'acte 1 ?
ça paraît logique, mais est-ce qu'il y a une logique aussi dans ce qui est préparé dans le staff de Genève? Alors là, c'est une question que j'ai pas la réponse. C'est clair qu'on avait, du côté de Cadieux, choisi de commencer avec Desclous parce qu'il était en forme, parce qu'il jouait la fin de saison suite à la blessure de Mayer. J'ai trouvé un choix extrêmement logique après l'acte 3 de mettre Mayer au but, puisque Desclous avait joué 114 minutes et quelques secondes en plus, et que forcément on connaît la santé fragile de Gauthier Desclous. Donc lui laisser un match soit sur ça, trois, soit c'était prévu aussi. ou c'était prévu. Peut-être que cette semaine c'est Desclous qui joue, puis la semaine prochaine c'est Mayer qui joue. Pour l'instant, ça prétérite pas le jeu genevois. Donc, ça, c'est une certitude. Yann Cadieux, il peut continuer là-dessus. Il peut s'appuyer sur son staff. Avec le retour de Lecoult, il y a un peu plus de profondeur, il y a de la qualité. Les entraîneurs des gardiens, on va être en pluriel, puisque depuis l'accident de Sébastien Beaulieu, il est plus tout seul à travailler dans l'entourage de l'équipe, connaissent bien leurs deux poulains et savent exactement comment les gérer. Ils discutent beaucoup entre eux. Il y a Gilles Chal qui dit: j'aurais pensé que le troisième tiers, donc hier, serait plus facile pour Genève qui menait de deux longueurs. Genève s'est mis en mode gestion aussi, mais ils doivent aussi se rappeler, et plus on va avancer, que ça soit déjà en demi-finale ou en finale, qu'il faut se montrer tueur aussi, gagner un match avec 2-3 buts d'avance. On ne doit pas permettre à l'adversaire de revenir, parce que maintenant, ça va encore plus se resserrer, être plus difficile. Je pense qu'à d'un autre côté, si ce match avait été à Genève, Lugano n'essayait pas forcément de revenir. Il y a aussi la fierté de jouer devant son public et de terminer devant son public avec une victoire. Même si derrière on se fait éliminer au match numéro 7, toujours essayer de terminer sur une victoire parce que tu laisses une belle impression à ton équipe, à ton public. Et là, la belle impression, elle est là. Lugano s'est battu jusqu'au bout. Et ça, c'est tout à l'honneur de la troupe de Gianni Nazzi qui n'a pas été un adversaire facile. On parle un petit peu de Lugano aussi, parce qu'il ne faut pas les mettre de côté. C'est vrai que 10e de la saison régulière, ils passent par les pré-playoffs en éliminant Fribourg-Gotteron. Ils tiennent tête à Genève en quart de finale. Donc le sentiment, maintenant, il sera que la saison est réussie. Même si ce n'est pas tout vrai, parce qu'une équipe comme Lugano se devait peut-être de jouer le top 6 jusqu'à la dernière journée, puis pas d'avoir les pépettes de se qualifier par les poils dans ces pré-playoffs. Mais Lugano a su hausser son niveau, Pascal, dans cette fin de saison, et être finalement un redoutable adversaire. Absolument. Je pense qu'ils ont eu très peur déjà de rater les pré-playoffs, et ça leur a donné une énergie folle sur la fin de saison. Ça s'est joué à rien du tout, hein. Il aurait un but de Bienne en plus dans le temps réglementaire, et ils étaient en dessous, hein. Donc c'est des choses qui arrivent. Ça leur a donné de l'énergie. Ils ont été très bons contre Fribourg au niveau de la gestion tactique. Ils ont su neutraliser l'attaque fribourgeoise, s'appuyer sur un excellent Koskinen. Ça a été un petit peu compliqué dans l'acte 1, mais ensuite ils se sont adaptés pour faire face à Genève. Il y a le match numéro 5 est parti un petit peu à volo au niveau de la défensive, mais je pense que là il y avait un petit peu de fatigue. L'accumulation des kilomètres aussi commence à devenir beaucoup, parce que c'est comme 900 km de faire l'aller-retour Lugano-Genève. T'as beau partir le jour avant. Juste avant, ils avaient fait les 700 km pour faire l'aller-retour jusqu'à Fribourg. Et puis un banc qui s'était réduit, parce que tu commences quand même sans Arcobello et sans Connolly, avec bien sûr le devoir de certains joueurs de se réveiller. Celui que on a beaucoup vu, c'est Turcauf. Oui. Dieu sait que sa saison régulière était mauvaise, on va appuyer là-dessus, mais il a fait des super playoffs, Calvin Turcauf. Daniel Carr a aussi s'est montré décisif. Grandlund, bon, mais peut mieux faire, peut-être. Il y a quand même des motifs de satisfaction pour Lugano, qui restera toujours et encore une grosse cylindrée, en tout cas avec de gros moyens pour la suite. Oui. Donc voilà, pour Lugano, il y avait une question de Nicolas par rapport aux objets sur la glace. Il faut que je remonte parce que ça fait un petit moment qu'elle a été posée, parce que ça a quand même été un facteur. Petite question en rapport avec les nombreux objets lancés sur la glace. Des sanctions ne devraient-elles pas être prises ? Il y a eu des sanctions contre Lugano. Les supporters n'avaient pas le droit d'avoir de banderoles, de drapeaux, de faire des tifos à l'extérieur. Alors bon, au Vernet, c'est compliqué de faire des tifos pour les supporters visiteurs. Mais voilà, il y a eu des sanctions, il y a eu une amende. Bien sûr. Moi, je redis ce que j'ai dit une fois dans Overtime. La problématique, c'est que je trouve que la Ligue devrait plus communiquer aussi sur ces sanctions. Et pas juste dire «
Alors on a interdit aux supporters, alors on envoie au club et puis le club dit on a interdit aux supporters de faire Première fois c'est un avertissement, deuxième fois une petite amende, troisième, quatrième, cinquième on commence par interdire des déplacements, des tifos, des tambours à l'extérieur et puis on peut aller jusqu'à la fermeture du secteur des supporters de l'équipe en question. Ouais, d'abord visiteurs et puis si vraiment ça continue à domicile, malheureusement... Peut-être qu'au terme du match d'hier, il y aura encore des sanctions et des amendes qui vont tomber contre le club, ça c'est pas impossible, c'est sûr. Hein. Mais voilà, c'est pris en compte. On se souvient qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, pour les plus anciens, lors du dernier titre de Zurich à Lugano, il y avait eu d'énormes débordements après le match numéro 7. Ça s'était terminé en prolongation. Les tifosi avaient passé la barrière, étaient remontés quasiment dans les vestiaires pour aller se battre avec les Zurichois. Il y avait eu des sanctions lourdes contre la Cour Van Nord à cette occasion-là. Les supporters... Je ne vais pas dire qu'il faut revenir à ce genre de sanctions. Le jet d'objets, malheureusement, à moins d'interdire aux gens de venir avec un porte-monnaie, des clés, des pièces de monnaie, des briquets et tout ça, et puis d'acheter à boire et à manger, il y aura toujours quelque chose à acheter sur la glace. Non, mais moi, ça m'énerve, Pascal. Parce que c'est quand même un sujet que maintenant, on a quand même filmé à peu près partout dans ces nouvelles patinoires modernes. Et qu'on l'a vu, je crois que c'était avec Ajoie qui avait puni ses supporters pour les avoir retrouvés sur des images vidéo pour des jets de bière. Ils ont dû payer leur bière sur l'amende. Ça faisait 800 francs la bière, ça faisait un petit peu cher. Est-ce qu'on doit en arriver là? Peut-être parce qu'au bout d'un moment, on vient voir un spectacle. On peut gueuler, on peut s'énerver sur des décisions ou non-décisions arbitrales ou sur des buts et tout ça. Mais allez pas mettre en danger la santé de joueurs, alors que ça peut partir d'un lancer de bière, de champagne apparemment à Lugano, parce qu'il y a des VIP qui sont un peu plus près du banc, mais les pièces de monnaie, les briquets, tout ça, mais stop. Ouais, tu sais, le pire que j'ai vu, c'était une chaussure à Rapperswil il y a quelques années, qui est passée à 2 doigts d'un joueur de Rapperswil. Donc déjà, je me dis, comment est-ce que le mec, il a pensé à lancer une chaussure et comment est-ce qu'il est reparti chez lui sans que ça se voit? Voilà, y a Quentin qui dit la ferveur ne doit pas rendre débile non plus, et je crois que c'est les mots que l'on va utiliser pour clôturer ce Genève-Servette-Lugano qui a été bien plus chaud et disputé qu'on l'attendait finalement. Exactement, voilà, on finit sur Genève-Lugano et puis on change de série. Et on va continuer de descendre le classement puisqu'on va aller sur la série entre Bienne et Berne. Là aussi, ça s'est terminé 4-2 dans le derby bernois. Alors eux, il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres, par contre il y avait énormément d'émotions puisque 1, c'est un derby cantonal, 2, il y avait cette historique de 4 défaites en play-off de Bienne, le deuxième historique de Bienne de mener dans les séries, de se faire remonter puis de perdre la série. Il y a eu beaucoup plus. Dido Radgeb, l'affaire Dido Domenico avant les playoffs avec le duel, tu l'as dit, face à Radgeb. Ah, tu te frottais un petit peu les mains avant que la série commence. Forcément, on s'attendait à ce que ce soit explosif. Il y a eu des débordements, mais on a vu un Bienne, si on prend juste Di Domenico, qui au début de la série a dit Di Domenico, on s'en tape, il peut faire ce qu'il veut, sauf s'il tape sur un de nos joueurs, on va l'ignorer. Et ça, j'ai trouvé très intelligent. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Bien sûr, mais je crois que c'était un point à préparer parce qu'il y a quand même certains joueurs à Bienne qui ont le sang chaud. Radgeb, Grossman, pour citer que eux, qui peuvent vite avoir quelques débordements aussi. Et des pénalités, ça peut coûter très cher, voire pénalités, voire plus, si on va vraiment plus loin que ce qui était imaginable. Et Bienne avait une ligne de conduite et je crois la bonne direction, ne pas répondre aux provocations, faire son jeu, se concentrer sur son jeu, et ce qui explique aussi le très bon début dans la série, puisque oui, il y a eu 4-2, mais au début 2-0 pour Bienne, sans qu'on trouve vraiment de quoi à dire, parce que Berne passait à côté, Berne s'énervait beaucoup, Berne cherchait à muscler le jeu, mais il n'y arrivait pas, et Bienne, lui, faisait son jeu, sa réussite légendaire, et jusqu'à 2-0 dans la série, on s'est dit, ouf, ça va aller très vite. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, petite précision pour Vladi, c'est pas parce que j'ai dit que c'était un derby bernois que Bienne n'est pas roman. Il y a une partie romande du canton de Berne. On va dire. Et puis, est-ce qu'on classe une fois le dossier? Nous, on considère à MySports Bienne comme un club roman et on les traitera toujours parmi nos émissions dans Overtime et avec toujours le plus grand plaisir, bien sûr, de se déplacer dans la cité zélandaise. Voilà. Mais Bienne est situé dans le canton de Berne, donc ils sont bernois. Même s'ils n'aiment pas qu'on leur dise. C'est ça. Mais voilà. Puisqu'on parle de Dido, Louis qui nous dit, vous pensez quoi de l'attitude de Dido après la défaite, qui voulait encore en venir aux mains avec les Biennois, Vermine qui
qui le calme. Moi, j'ai tout de suite vu ces images, j'étais là, ok. La frustration qui sort, de toute façon, il n'en a plus rien à secouer puisqu'il est plus bernois la saison prochaine. Il nous fait son show. Il a fait un one-man show. Il n'a pas pensé à l'équipe. Absolument. Et il s'est mis en vitrine comme il aime malheureusement bien le faire, du mauvais côté de la chose. Et c'était du mauvais Dido. Et je pense qu'au bout d'un moment, même que la Ligue n'a pas eu les... de tu peux le dire, les couilles de le faire, hein, voilà. Tout à l'heure. Mais au bout d'un moment, en sanctionnant aussi, bien sûr qu'ils vont dire que c'est la limite entre sportif et extra-sportif ce qui se passe dans le couloir, mais au bout d'un moment, on doit aussi peut-être entrer en matière pour sanctionner ça, parce que il y a des jeunes qui regardent ça. Il y a des officiels du HCBN durant cette série. Hein, c'était le responsable presse et une autre personne dans le couloir qui ont été pris à partie par Di Domenico une fois. Donc non. Plus l'affaire Radgeb, ça bien fait sûr, l'affaire Radgeb, son... avec le fait que, comme je disais quand on en a parlé avec Jérôme dans une émission, à partir du moment où un des officiels sur la glace doit sortir de la glace pour s'occuper d'un joueur, on doit sanctionner. La Swiss League a eu le courage de sanctionner les Soleroy et les Chauffeniers parce qu'ils se sont battus à l'échauffement. Ça se passe en dehors de la présence des arbitres. Bien Donc sûr. là, il faut sanctionner cette attitude. Alors oui, la saison elle est terminée. Mettons-lui une grosse amende plutôt que de le mettre en... Il avait déjà terminé la dernière saison en étant suspendu 4 matchs. Il avait loupé le début de, justement, de cette saison. Donc ça va pas le faire changer à ce moment-là, mais faut envoyer un message fort aussi pour que ça évite de dégénérer dans les séries qui restent. Pascal, on enlève Dido un petit peu des discussions parce que depuis que le club l'a recadré, il est devenu plus un nounours qu'un ours grognon et tout. Il s'est rendu quand même au service de son équipe. Il termine avec un but et 5 assists. Ça n'a pas été le meilleur bernois de loin, mais il a aussi permis à cette équipe de Berne de revenir dans cette série, de poser ses problèmes à des Biennois qui jusque-là se royaumaient. On a fermé la zone neutre. On l'a bien lu dans les médias aussi, dans les analyses. C'était vraiment la tactique aussi de Söderholm d'enlever la vitesse aux Biennois et de faire ça. Sauf que ça a montré ses limites parce que Bienne, on dit toujours que c'est un jeu très porté vers l'avant, un peu toujours unique freestyle, et tout ça, freestyle et tout. Mais ils ont su trouver les réponses pour pouvoir aller gagner cette série finalement plus facilement qu'on pouvait l'imaginer parce que ça aurait pu pousser un match 7 à un moment donné. Quand tu vois 2-2 dans la série, c'était pas inévitable non plus, hein, ce genre de scénario. Alors, le score de la série laisse penser que c'était plus facile que ça, mais ils ont quand même fait peur sur le dernier match. Hein. Je pense que Künzle, il devait pas faire le fier entre son solo et puis l'égalisation bernoise. Ouais, et puis ensuite, pour rappeler, hein, ce qui s'est passé, c'est que... mais quand j'ai vu l'image, j'étais mais qu'est-ce qu'il a foutu? Bienne mène d'un but, 56e minute de jeu, occasion à 2 contre 0 quasiment pour Bienne, et Künzle qui attend son coéquipier pour lui donner le puck, c'est Tanner qui arrive. Oh, puis il le met le puck dans les patins. Voilà. On se loupe complètement, contre-attaque de Berne, but. Et là, on rentre au banc, on se fait minuscule. Ben, la belle histoire veut que finalement Künzle soit bien rattrapé à 1,5 secondes de la fin en marquant le but de la victoire. Je vais dire un truc quand même. Coulisses de ma soirée d'hier. Je regardais Zugra Pansville sur un écran. J'avais Berne Lugano, Berne Bienne sur un autre écran. Et je me suis dit, je vais regarder quel est le score à Lugano. À 2 secondes de la fin du match. Parce que je me suis dit, bon, bah là, ce match, il va partir en prolongation. Et je remets le match. Et là, je vois que Bien avait marqué, j'en revenais pas. Et j'ai pensé exactement comme quand un syndrome Steve McCarthy pour Berne. C'est la première chose que j'ai vue quand j'ai vu le temps. Je me suis dit, tiens, finale Berne-Zurich. C'est assez fou, ouais. Ça c'est clair. Hein. On s'en souvient tous de ce but tombé qui avait refroidi la 2,5 secondes. La Post-Finance Arena. Donc voilà. Mais Bienne a eu cette part de chance. Tire avec tout le temps autant d'efficacité. Ils sont à plus de 12% les Biennois sur cette série. S'appuie sur un Sateri qui a manqué un match pour raison personnelle de la naissance de ses enfants, mais qui est revenu très fort. Pottelberg n'a pas été extraordinaire, mais n'a pas non plus été la seule explication de ce match perdu quand il a été titularisé. Non, mais quand on a Sateri au but, on a déjà une assurance, on va dire, complète, casco complète derrière avec un gardien de sa trempe. Mais je pense que ça a eu plus un impact sur le jeu de Berne pour le match 3 que Van Pottelberg a joué. Et je pense qu'ils se sont dit que cette fois-ci, ils n'allaient pas faire face à un gardien contre qui ils avaient de la peine, mais contre un gardien contre qui ils auraient plus de facilité.
et je pense que ça les a libérés un petit peu. Et offensivement, comme tu l'as dit, il y a eu Kaoun qui a été vraiment le leader de cette équipe, comme on l'attendait d'ailleurs, faut être très honnête. Depuis son retour de blessure à l'épaule, Kaoun est excellent. Et des fois, il doit se sentir un petit peu seul. Il a Lindbergh qui l'a aidé, Di Domenico quand il veut, mais c'est vrai que cette équipe de Berne manquait de profondeur par rapport à un Antti Törmänen qui tournait à 4 blocs, qui a vraiment aussi gagné la série là-dessus, qui a retrouvé un Rayala qui marque un but important aussi hier. Des bombes en envoyant des buts. On n'a plus trop l'habitude. On se dit souvent, quand tu rentres en zone bleue, tu n'oses plus tirer maintenant parce que les gardiens sont venus tellement forts qu'ils l'arrêtent. Eh bien non. Tony Rayala nous l'a prouvé que ce genre de tentative peut encore mener à des buts importants. Voilà, après, je pense si on prend les effectifs comme on l'a fait pour Genève-Lugano, sur le papier, Bienne est meilleur que Berne. L'a encore montré sur la glace. Ouais, mais attends, même que Berne, en revenant avec beaucoup de jeunesse qui ont été blessés, faites, et le but de Kunze, c'est une erreur de jeunesse de Wüttrich. Gardien de Bienne vs gardien de Berne, pas photo, tu vois. Oui, bien dans sûr. cette série. Absolument. Et Wüttrich, autant talentueux qu'il peut être, a encore beaucoup à apprendre de ce genre de match en jeu. Ouais, mais il faut qu'il l'apprenne vite parce qu'il arrive dans ses meilleures années. Il a 25 ans bientôt et c'est le moment où il est là. Après, il ne faut pas oublier que pour Berne, on sort de 4 saisons difficiles. J'ai été regardé, on rappelle, 9e en 2019-2020. Pas de tour de relégation, puisqu'il y a eu l'annulation de la post-season à cause du Covid. La saison suivante, 9e, ils gagnent le Pro Playoff et ils se retrouvent en quart de finale, ils sont éliminés 4-2. La saison passée, il manque les Pro Playoffs pour un point. Cette année, ils sont 8e, ils gagnent le Pro Playoff. Ah non. Ils vont en quart de finale, ils perdent 4-2. Donc c'est plus encore le CP Berne d'il y a quelques années en arrière. On est dans un creux actuellement du côté du CP Berne. Peut-être que le fait que les autres clubs depuis une quinzaine d'années aient des nouvelles infrastructures, à part Genève et Lugano, qui n'ont pas encore changé leur patinoire ou refait leur patinoire, mais on a un Berne qui n'est plus la destination numéro 1 quand il faut choisir, parce que Azou qui a le centre en Newmarks pour le développement à côté de la glace. Ah non, on fait des choses bien dans les Lausanne, autres clubs, et puis on réfléchit aussi juste aussi. dans les transferts aussi. Alors bien sûr qu'il faut de l'argent pour faire venir des top joueurs, mais on l'a vu aussi avec le passage à 6 étrangers, Pascal, qu'il y a certains clubs qui l'ont très bien utilisé, bien mieux que d'autres finalement. Je ne dis pas que Berne a été mauvais au niveau de ses étrangers, c'est pas ce que je dis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'insatisfaction à ce niveau-là à voir. Moi j'ai une déception, c'est le fait que Eric Gélina il soit blessé tout de suite et il n'a pas pu montrer ce qu'il pouvait apporter. Et puis que ensuite, Golubev avait des grandes limites quand même défensives, qu'on a fait venir Tevez, c'était pas vraiment mieux. Moi je trouve un petit peu meilleur dans le secteur défensif. Golubev, je trouve qu'il a encore pas mal de lacunes par rapport à ça. Tevez a été très bon pour moi défensivement, mais pas suffisamment dominant. Et puis après, c'est un peu le mauvais élève de Stéphane Rochette, mais Jesse Scragon, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis derrière, la seule option, c'est Pinana. Les buts d'hier soir, Scragon, il les cumule quasiment tous, et c'est lui vraiment qui a été finalement le pauvre Calimero là au milieu, mais il se rend des fois des situations compliquées lui-même. Il peut sortir le puck plus facilement, le lâcher, mais il le laisse finalement à la portée de l'adversaire qui se régale. Alors, pour répondre à Hannibal, oui, on a les statistiques d'arrêt des gardiens. Alors, il parle de toutes les séries, mais on va juste donner celle de Wüttrich qui est à 88,46%. C'est le plus mauvais des gardiens qui ont joué plus que 2 matchs. Et la moyenne est à 92,67 pour les quarts de finale, avec un Roubets, Mayer et Sateri qui sont au-delà de 94% d'arrêt. Ouais, Roubets a été énorme, on en parlera dans quelques minutes quand on parlera de la série. Le trio tête, c'est ça. Schliemann, Giannini sont vraiment pas loin, Koskinen non plus. Il y a un trou ensuite après Schliemann avec des clous qui est à 90%. Voilà pour Bienne Berne. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, des points à soulever. J'ai vu une question, je veux quand même y revenir. Pascal, on avait une question sur... on en a parlé, c'était sur Dido de Gilles Gavillet sur Instagram avant l'émission. Mais on a déjà parlé de Dido, donc on va pas y revenir. Que pensez-vous de la rumeur de Stéphane Rochette qui dit que c'est le club qui a obligé le coach de Berne de laisser Dido dans l'effectif malgré des débordements? Alors peut-être que Stéphane a plus d'informations que nous, quoique des fois il entend des choses aussi, notre grand Stéphane.
On est proche d'une certaine date. Il va falloir qu'il se méfie de ce qu'il entend maintenant. Mais bon, pas d'indication là-dessus. Mais à part ça, est-ce que tu peux vraiment te passer de Di Domenico? Tu peux le préparer et le coacher pour lui dire arrête ce jeu de provocation maintenant, termine ton contrat avec nous de la meilleure des manières, et c'est ce qu'il a fait. Il a quand même fait des passes de but, et hier il s'efface sur un but qui amène celui de Kaoun, je crois que c'est le premier de la soirée, où là il y a l'intelligence du joueur. Et est-ce que tu peux vraiment te priver de ça? Ça laissait Tyler Ennis en tribune, mais Ennis a surtout été bon, j'ai trouvé cette saison, en powerplay, moins dans le jeu à 5 contre 5. Si tu peux te passer de Dido, je ne suis pas sûr que ça soit une décision qui vienne de tout en haut. Ça, on ne le saura jamais, je pense. Je sais pas. J'ai pas été du tout dans les coulisses de cette série. Est-ce que Tyler Ennis était légèrement blessé? Parce qu'il n'a pas non plus apporté grande satisfaction, mais il formait un joli duo avec Sivio. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu affaibli comme la deuxième ligne bernoise d'avoir sorti Ennis de l'alignement. Mais après, pour mettre qui, c'est ça le problème. C'est clair, Parce que derrière, la problématique, c'est qu'il fallait jouer avec 2 arrières étrangers, puisqu'il y avait déjà Sgragen, et puis sinon, la seule solution pour remplacer un deuxième défenseur étranger, c'était Pinana, et Pinana, il a absolument pas le niveau. Soyons honnêtes là-dessus. Oui, c'est sûr. Mais vous voyez à quoi ça tient une série pour pas aller peut-être au match 7, on ne le saura jamais, mais une très mauvaise gestion du dernier puck, comme le dit Patrick Desarbes, et finalement, bien être en demi-finale. Bien été en demi-finale. On continue d'avancer dans les séries. On vous propose cette façon de procéder. On va dégrossir les 4 quarts de finale et ensuite on se projettera en fin d'émission sur les demi-finales. On donnera notre sentiment et sur la finale de promotion, relégation, le barrage aussi, que l'on évoquera plus tard. Rapperswil-Zug. Rapperswil 3e de la saison régulière, Zug 6e. Le double champion, Pascal, qui s'en sort, qui s'est rappelé peut-être qu'il était double champion grâce à sa très bonne fin de saison régulière, qu'il l'a montré. Pour moi, avant de t'entendre à ce sujet, ça a été, je pense, la plus belle série des quarts de finale parce qu'il y a tout eu. Des buts, des rebondissements, un jeu musclé, un scandale des scandaux qui ont émané. Ça a brassé. Il y avait tout. Il y avait 2 publics magnifiques aussi qui se sont répondus lors de chaque match par des tifos. Bref, on l'a moins suivi parce qu'il n'y avait pas de club roman impliqué là-dessus. Mais alors moi, j'ai été un spectateur avisé et j'ai vraiment apprécié le spectacle proposé avec cette qualification de Zug 4-2 dans la série. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter parce que j'avais aussi noté, et nos collègues alémaniques ont sorti les photos sur leurs réseaux sociaux des tifos qui se répondent avec toutes ces images de la boxe. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, après, il y a eu aussi quelques problématiques, notamment à Rapperswil au premier match où les supporters zougois ont voulu aller se battre avec les supporters de Rapperswil. Tout n'est pas toujours très beau. Ouais. Côte à côte, c'est toujours compliqué. Moi, ce que j'ai noté, c'est que c'était à la fois le meilleur et le pire tirage pour Rapperswil d'avoir Zug. Le meilleur, justement pour le côté émotion, derby, du Herzl, peu de distance. Il y aurait forcément tout l'historique aussi. Rapperswil n'a battu qu'une seule fois Zug en play-off. Donc il y avait aussi tout ce côté historique. Le pire, parce que Zug est arrivé en play-off, en forme. Tout simplement. À partir du moment où ils ont terminé de chasser les 2 lièvres qui étaient la Champions League et le championnat, ils ont pu se concentrer sur un seul. Et on a vu le vrai Zug. Pas le Zug des 40 premiers matchs de la saison régulière où ils étaient certes très mauvais. Enfin, très mauvais. Non, mauvais. Par rapport à leur standard, ils étaient mauvais. Et ils arrivent devant. Alors, sur les premiers matchs, ils ont un taux de réussite qui est insolent. 20,5% après 2 matchs au tir, c'est intenable. Ça a baissé depuis, mais ils ont... Et puis une gestion des matchs avec énormément de chance parce que ils sont menés, si on prend l'acte 2, ils sont menés 3-2 à 3 minutes de la fin, ils gagnent 4-3 sans la prolongation. Ça a été extraordinaire, ça a été une très belle série, il y avait effectivement tout. C'est la réussite du double champion, peut-être l'expérience aussi qui a été mise en avant pour Zug, mais ce qui a fait mal à Rapperswil à mon avis, c'est de perdre directement le premier match à la maison 5-2, de laisser l'avantage de la glace à Zug et ensuite de voir aussi que ce match 2, comme tu le dis,
tu le perds alors que tu mènes à 2 minutes de la fin d'un but encore. Il y a ces 2 buts de Geiser et de Herzog qui tournent le match à 4-3. Et après, je trouve que Rapperswil a montré de belles choses, du caractère. Et Zug était meilleur finalement. Même que le taux d'efficacité est revenu à un taux normal, tu as l'impression chaque fois que quand le match était serré, qu'il y a ce petit moment, et encore on l'a vu hier soir, où tu sais que ça va tourner en faveur de Zug. C'est à Dessy hier soir, même que Zug a bien fait les choses à domicile en menant par 2 fois 1-0 et 2-1. Et tu te dis, il n'y aura peut-être pas le 2-2, même que Rapperswil a essayé. Puis Zug trouvera le moyen d'aller marquer le 3-1. C'est ce qui a été fait, les 2 derniers buts dans la cage vide. Mais Zug a retrouvé une équipe qui fait corps, qui fait 1, qui est prête à aller chasser un 3e titre, ou en tout cas ne pas se laisser vaincre comme ça facilement. Et il y a des possibilités, parce qu'en défense, tu as Hanson qui est revenu au bon moment de la saison, qui est peut-être pas encore dans un game shape totalement à 100%. Tu as Juice, tu as Almquist en réserve si jamais. Et en attaque, tu as la même chose. Tu peux alterner entre Klingberg, qui a bien joué, Camper et Abdelkader, si tu as besoin de muscles et tout ça. Il l'a très bien fait. Wow, Klingberg l'a bien fait. Hein. Il a plus été dans le jeu physique que dans le jeu avec la canne. Bien sûr, mais Abdelkader aussi. Depuis que Jordan a mis sa canne sur la tête d'un joueur de Rapperswil, Nico Gross. Non, pas Nico Gross, c'était sur... Jordan, c'est sur Gross. Ouais, c'était sur Nico Gross. Abdelkader, c'est sur José. Voilà. Et après, Abdelkader, il en a fait une cible, Michal Jordan. Totalement. Il l'a cherché, comme on avait vu lors de la dernière finale entre Zug et Genève, que Kovar était allé chercher Tom Ernest. On a une façon de faire, une politique qui est toujours à la limite, bien sûr, mais avec des joueurs qui savent, ma foi, avec toute leur expérience, et c'est pas Abdelkader qu'on va l'enlever, aller à la limite pour faire mal à l'adversaire aussi. On a eu deux questions, remarques par rapport à Moy et Chervenka sur le fait qu'on les a moins vus, et effectivement, surtout Moy. Moy, on va être très honnête, il a fait une saison régulière au-delà des attentes. Il est super formé. Et il s'est fait rattraper en playoff. C'est aussi simple deux que ça. assists, pas de but pour Moy. Et puis c'est vrai que Chervenka, on ne l'a pas vu. Il a essayé de les remettre ensemble, de faire un coaching, bien sûr, en cette faveur. Mais c'est là qu'on revient finalement à l'esprit d'équipe de Zug. C'est là que tout le mérite. En plus de marquer des buts importants, ils ont su éteindre les vedettes adverses. Absolument. Puis c'est qui a fait le show du côté de Rapperswil? C'est Albrecht qui a été très bon et Vic qui ont marqué des buts, mais on n'a pas vu Chervenka. Chervenka, j'ai noté... Il a un but et 2 assists. Un but et 2 assists. En 6 matchs, c'est pas Chervenkesque. Non, il est à 1,5 points par match en saison régulière, quelque chose comme ça. Mais on le sait que Chervenka, dès que ça devient un peu plus physique, il a un petit peu plus de peine. Alors il n'a pas été non plus le joueur qui a été chargé, mais Zug a tout de suite montré les muscles. Et forcément, je pense qu'inconsciemment, il a tendance à jouer un petit peu plus à l'intérieur de la patinoire, à aller moins chercher l'espace vers les bandes pour éviter de se faire frapper. Et donc, là, il a moins d'espace aussi pour créer. Il y a Lucas qui nous dit quel serait le résultat avec Jensen, Juse et Schröder. Juse, bien sûr que c'était un coup dur. C'est une énorme perte. Voilà. Soyons honnêtes là-dessus. Sans rien enlever à Bargano qui a pris sa place dans l'effectif. Il manquait cette deuxième tour de contrôle derrière, parce qu'il a un jeu qui est beaucoup plus défensif qu'un Euro, par exemple. C'est sûr. Et puis, peut-être plus intéressant et talentueux quand même que Jordan aussi. Donc voilà. Jensen nous avait dit qu'il avait repris l'entraînement, qu'il reviendrait, mais peut-être qu'il était trop court pour arriver dans un match de cette intensité. Et Schröder, on l'a vu revenir hier notamment, mais c'était pas un Schröder Il n'était pas à 100%. Non, tu peux pas. Donc on saura finalement jamais si ça aurait aidé, mais peut-être qu'il y aurait eu un 7e match. Voilà, on va répondre comme ça. C'est pas une vraie réponse, c'est une réponse un peu de Normand, mais je pense que c'est la meilleure façon de le dire. C'est que peut-être que Rapperswil aurait pu aller chercher un 7e match avec ces 3 joueurs à disposition de Stéphane Elund, qui a fait de l'excellent coaching toute la saison, qui a fait encore de l'excellent coaching hier, en prenant son temps mort quand il y avait 1-0, ça allait pas au deuxième tiers. Il a calmé les ardeurs adverses. Ça a calmé Zug, ça a recentré son équipe. Ça leur a donné de l'élan, ils ont été marqués. Et on a vu Tangnes faire exactement la même chose quand Rapperswil était en train de... stylo, Pascal, je vais note pour la saison prochaine, arrêter de prendre Rapperswil pour un petit. C'est ça? Oui. Parce qu'on est toujours... T'es d'accord? Rappelle-toi, en septembre dernier, quand on faisait les pronostics, on est embêté. Il y a une équipe avec énormément de talent, bien construite. Mais on ne sait pas où la mettre. On ne sait pas où la mettre.
sait pas où la mettre. Donc, pour la saison prochaine, Oui, on les mais- mettra dans le top 6 et puis on verra ce qui se passe. On a fait ça avec Fribourg, ils terminent dans le top 8. Hein, on les a mis dans le top 6. Même dans le top 4, il me semble. Donc, tu vois, c'est toujours difficile à évaluer. On a vraiment regardé les effectifs et ce que ça pouvait apporter. On a noté ces effectifs. On a fait le classement des notes et c'est là qu'on a vu Rapperswil qui était 10e. Mhm. C'était pas pour faire injure au travail fait par le duo Steinmann-Hedlund qui fait un excellent boulot, que ce soit au niveau du recrutement, au niveau de la gestion de l'effectif. Impeccable. Ils sont à fond dans regarder tout et ils mesurent tout ce que les joueurs font avec notamment leurs partenaires là pour tout ce qui est analyse de performance. Ils sont vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire au niveau C'est de la devenu une gestion. belle adresse. Le public, public. ce qui se passe dans le vestiaire, sur la glace aussi. Donc Rapperswil est maintenant vraiment top. Mais je crois que dans cette série, on n'a pas encore parlé d'un joueur qui a un petit peu retrouvé des sensations. Tiens, toujours à la même période de l'année. Tu parles celui qui a perdu 1000 francs hier? Voilà, celui qui a perdu 1000 francs hier, c'est Leonardo Giannoni, bien évidemment. Pour la petite histoire, qui avait lancé un pari que si un gardien, lui ou un autre, marquait un but en National League, il s'engagerait à verser 1000 francs à une association. Chose qu'il a faite immédiatement après le match. Hein. Je pense que Zug a terminé un petit peu avant. Je suis pas sûr qu'ils étaient en train de regarder le match. Non, mais il a dû être averti par quelques messages. Sur Twitter, il a été interpellé par plusieurs supporters genevois qui ont ressorti l'article où il disait qu'il allait payer à cette fondation 1000 francs s'il y avait un gardien qui marquait. Giannoni a été Giannonesque. Absolument, on a retrouvé Leonardo Giannoni. Et comme le disait Stéphane, c'est vrai qu'il a été pas mal sollicité puisque Hollenstein a été blessé. Ensuite, ils avaient pris Faton. Faton s'est blessé à l'entraînement, donc ils avaient plus de deuxième gardien derrière. Faut être honnête là-dessus pour l'instant. Il n'y a pas de troisième gardien qui pourrait prendre la relève comme à Zurich où on a Jeffrey Meyer qui commence à pouvoir jouer des matchs. Donc forcément, entre la Champions League et la saison régulière, ça faisait un petit peu trop. Puis surtout, chaque année, il est plus vieux d'une année. Alors c'est bien pour l'expérience, mais pour le corps, on le voit aussi avec Reto Berra, ça devient compliqué, c'est normal. Les efforts se payent un petit peu plus. Il faut le dire, il a quand même pas été bon, même que ça explique qu'il ait beaucoup joué. Il y a quand même des buts qu'on n'avait pas l'habitude qu'il encaisse en saison régulière, qu'il n'a plus laissé contre Rapperswil, excuse-moi. Mais comme tu le dis, il aime le printemps. Ça se voit qu'il aime le printemps. Hein. C'est pas pour rien qu'il a été... qu'il est le meilleur gardien de ces 15 dernières années, ces 20 dernières années. Mais maintenant qu'il s'apprête à affronter Genève, on y reviendra dans quelques instants, attention à qu'ils ne prennent pas encore plus de place dans le but. Si on se met du côté genevois de la chose. Absolument, absolument. Dernière série de ces quarts de finale, Pascal, à passer en revue. C'est celle qui s'est terminée le plus tôt, hein, puisque le classiqueur Zurich-Davos s'est terminé 4-1. On a vu là aussi pas mal d'émotions. Parce que c'est le classiqueur, on a vu aussi deux gardiens en très belle forme, Roubets et Schliemann ont été stratosphériques également. Ça se joue sur des petits détails. Le score de la série est beaucoup plus large que il reflète pas ce qui s'est passé sur la glace. Mais je pense que Davos a perdu la série au match 3 et pas au match 4 en prolongation à Davos où André Ghetto marque après 82 minutes de 85, jeu. 85, je m'en souviens. Ah oui, c'est toi qui y étais en plus. Donc voilà, ça s'est joué sur la longueur, mais Zurich a clairement pour l'instant un effectif meilleur que celui de Davos qui est encore en phase de reconstruction. Faut être honnête là-dessus. La demi-finale l'année passée, c'était plus qu'un joli cadeau qu'ils avaient eu. Les Davosiens ils ont fait une super saison régulière. Leur place se joue contre Zurich d'ailleurs le 2 mars. C'était le seul match où ils pouvaient encore garder un espoir de finir dans le top 4. Je pense qu'on a eu une belle série qui se termine trop tôt pour Davos. Mais Davos est en train de reprendre une place gentiment dans le top de la National League. Hormis le premier match que Davos a raté dans ses 40 dernières minutes, les 20 premières du match 1 ont été très bien... Ah oui, j'avais le sourire après 20 minutes. Et tout ça, mais après Zurich a pris le dessus. Mais pour le reste, ça s'est vraiment joué sur des détails. Yann Alston nous le rappelait aussi à l'heure du bilan que ça n'a pas joué sur grand-chose. Mais Zurich a plus d'expérience. Hein, je rejoins exactement ce que tu dis par rapport à Davos en reconstruction. Absolument. Et quand l'expérience ne suffisait pas, il y a du talent
à Zurich. Il y a Texier qui a marqué des buts très importants, qui bien sûr a été bon en saison régulière, mais qui attend peut-être ses playoffs pour encore plus montrer l'étendue de son talent. Et il y a un joueur qui a été longtemps blessé, je crois qu'il s'appelle Sven Andrighetto, qui lui aussi, comme Zurich d'ailleurs, sent l'air du printemps. Hein. C'est peut-être certains de ces joueurs comme ça qui, au moment de la meilleure saison, rendent le meilleur sur la glace, qui fait que c'est des joueurs qui sont dominants, bien payés et des vedettes de notre championnat. Et on les a retrouvés au moment de faire la différence. C'est une certitude. Ouais, je pense qu'il faut prendre les deux interviews de Jan Alson, celle que j'ai faite avec lui avant la série et celle que... qui a fait l'interview. Non, c'était Régis qui a fait l'interview après la série, où avant la série, je lui demande quelle est la clé, puis en fait, il élabore la tactique que Davos doit adopter pour gagner. Ils ont essayé de l'appliquer, mais Zurich a été meilleur dans les secteurs, notamment pour protéger son gardien, dégager les espaces devant Roubets. Défensivement, Zurich, c'est méga solide. Hein. Oui. C'est impressionnant. S'il n'y a pas de blessés et tout ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur défensif dans notre championnat. Surtout qu'il commence, on le rappelle, les séries avec Ustinkov en derrière. Et Ustinkov, il n'est pas juste sur le banc pour faire le nombre. Il a des minutes de jeu. Et Ustinkov, il a saison et demie. Il se retrouve en quart de finale de play-off à domicile pour le premier match. Il devait être comme ça. Ouais. Et je pense et il fait un bon match. À parté, quand ça a brassé une fois devant le gardien avec Stransky, puis Stransky le prend par le col, puis qu'il le soulève facilement pour le démonter, qu'il se rend compte qu'il a une grippe et un visage de gamin. J'ai bien aimé le geste de Stransky, qu'il l'a laissé et dire il a même sorti de la mêlée parce que ça se passait devant Roubets. Il lui enlève le casque, ensuite il voit que c'est un jeune, mais il le prend encore un petit peu plus loin. Et puis ensuite, Stransky s'est pris 2 minutes pour dureté, 2 minutes parce qu'il râle auprès des arbitres parce qu'il se prend 2 minutes. Parce que justement, il n'a pas tapé sur Ustinkov, mais c'est lui qui commence. C'est ça. La mêlée. Davos, si on doit trouver pourquoi ça ne s'est pas bien passé, c'est aussi beaucoup trop de pénalités offertes à Zurich. C'était aussi ce que disait Jan Alson, il faut éviter les pénalités, ils en ont pris dans les moments dans le clés. match que tu dis, dans le match clé, qui est le match 3 à Zurich, quand Davos mène 1-0 après 20 minutes et que Zurich marque 3 buts en l'espace de 6 minutes, je crois, aux alentours de la mi-match. Pénalité, des pucks dégagés en tribune inutiles, des fautes que tu peux clairement t'en passer. Et c'est clair que tu laisses le power play avec ces joueurs vedettes qu'on évoquait avant, forcément pouvoir se mettre en évidence et faire gagner le match et la série. La problématique, c'est que sur un power play, tu as Lettonen, Texier, Lamico devant le but. Andrighetto. Et puis sur le deuxième, tu as Weber, tu as Valmark, tu as Bodenman en bumper, tu as Riedi devant le but. C'est Chris Baltisberger, le 5e sur la première unité qui va devant le but. Il y a du choix, il y a du talent. Il ne faut pas leur donner l'opportunité de s'exprimer et d'avoir des espaces. Il y a eu aussi des mauvais coups, nous dit Quentin. Je pense qu'il fait référence au geste de Phil Baltisberger du coup de coude non sifflé sur la glace dans le match que je commentais sur Joachim Nordström qui n'a pas pu terminer la série. C'est pas le seul mauvais coup distribué que les arbitres ont laissé échapper, mais celui-ci était à retardement et vicieux. En plus, Nordström retombe lourdement. Après, ça ne veut pas dire que c'est ça qui aurait amené l'issue d'une série différente. Non, parce qu'il y a aussi eu du côté de Davos, il y a eu Irving au match numéro... Oui. Match que je commentais, en prolongation, c'était. Ah oui. Il en a refait un en plus un peu plus tard. Il a fait manger la bande à Barhoffner. Donc oui, quelques mauvais coups. Même s'il j'avais oublié celui-là. Même si sur la deuxième, il était absous par le juge unique. Oui. Mais sur la première, je comprends pas qu'on l'a... Donc voilà, il y a eu effectivement des deux côtés, mais ça fait aussi partie, ça fait partie de ces émotions qui doivent être contenues par les entraîneurs et les quatuors arbitraux qui malheureusement n'ont pas toujours été à la hauteur dans toutes les séries de quart de finale. On espère que ça va un petit peu s'équilibrer. Pascal, regarde, je serre les dents. Je m'ai promis de ne pas parler de ça. Non, c'est pour ça que j'en parle de manière très vague. Mais j'espère qu'en demi-finale, on aura des duos principaux qui seront un petit peu plus attentifs à ce qui se passe sur la glace. Il y a moins de matchs. On peut sélectionner le meilleur des arbitres aussi. Absolument. S'il vous plaît.
Mais c'est qui S'il les vous meilleurs plaît. actuellement? C'est ça le problème. J'en parle pas. Non, voilà. Yannick Gerber, Pascal, qui nous dit Zurich, c'est solide, mais un peu chiant à regarder. Zurich, c'est ça depuis de nombreuses années. Mais je peux vous promettre que ça viendra peut-être moins chiant au fil des matchs si Zurich commence à monter en température et à produire. Mais après, ils peuvent très bien. Et la série, c'était quoi? La saison dernière contre Bienne, faire un jeu méga verrouillé derrière et frustrer Bienne parce qu'ils avaient éliminé Bienne au 7e match Absolument. en quart de finale. Hein, c'était Oui. ça. Donc voilà. Puisqu'on parle de Bienne Zurich, est-ce qu'on tend pas la perche à ouvrir la page Demi-finale? Demi-finale. Absolument. Allons-y. On va commencer par celle qui commence jeudi. Donc la série A, entre guillemets. Oui, on croise. On croise. Hein. C'est donc la série A, c'est par rapport aux dates. C'est des jeudis 30. C'est entre Bienne et Zurich. Ça tombe bien, on vient de parler de Zurich. C'est le 3e duel en play-off après l'écart 2015 et 2022. À chaque fois, ça s'est terminé en 7 matchs. À chaque fois, c'était Zurich qui avait l'avantage de la glace. Là, j'insiste là-dessus je parce crois que c'est c'est le bien point le plus important que tu peux souligner, Pascal, parce que c'est une donne qui change, qui est peut-être importante à tenir en compte, cet avantage de la glace qui est désormais entre les mains du HC Bienne pour cette série, parce que c'est deux équipes qui seront tellement proches. Bienne a été meilleur en saison régulière que Zurich, en tout cas plus régulier, et que ça pourrait aller très loin, et donc si ça va très loin, un 7e match à domicile, ce que Bienne n'a pas eu toutes ces dernières saisons lorsqu'il était en play-off, que ce soit contre Zurich ou contre Berne d'ailleurs, hein, vu qu'ils ont aussi connu l'élimination par 2 fois, une fois en quart, une fois en demi contre le CSCB au 7e match. En faveur de Bienne, ton sentiment? Mon sentiment, c'est un peu la même chose. Alors, la problématique, c'est qu'ils vont faire face à une équipe, on l'a dit, qui est très solide, qui est bien coachée. Faut être très honnête là-dessus. Du côté des points négatifs du côté de Zurich, il y a la blessure de Lunstein. Et je pense qu'elle va avoir un rôle, malgré tout, sur la longueur. On ne l'a pas vu dans la série contre Davos parce qu'il a manqué les 2 derniers matchs, mais c'est un joueur de powerplay. C'est un bon distributeur malgré tout. Hein. Il a fait une très belle saison en plus. À voir là-dessus. On va rappeler que cette saison, c'est 2 victoires biennoises, 2 victoires zurichoises, 1-1 sur chaque patinoire. Comme ça, c'est simple. Hein. Donc, il y a effectivement de l'historique, mais je pense surtout qu'il y a l'historique de la saison passée. Et Bienne est passé vraiment l'année passée proche de battre Zurich, non pas en 7, mais en 5 matchs. Il y a eu cet acte 3 qui est allé en prolongation, en double prolongation, qui s'est terminé 1-0. J'étais au match. C'était compliqué parce qu'il n'y avait vraiment pas de but, mais il faut dire que, comme tu le disais, Zurich est capable de verrouiller derrière et sur une action de faire la différence. Je pense que effectivement ça a joué sur des petits détails et peut-être effectivement que l'avantage de la glace pourrait être décisif parce qu'entre les deux équipes on va avoir les 2 meilleurs gardiens de la ligue. Comme le dit Yannick, c'est très juste. Et puis Hannibal nous rappelle aussi qu'il y avait eu une demi où il s'était fait sortir par Lugano en 7e match aussi. À voir si le signe indien était vaincu hier. J'aime bien cette. Moi, j'aime bien l'histoire du signe indien et aussi du fait que Bienne mène 2-0 dans une série et trouve le moyen de la gagner de ce quart de finale contre Berne, hein, parce que c'était aussi le cas dans les autres séries, je crois, contre Berne et Zurich, où toujours Bienne part tambour battant et finit par un petit peu s'écraser et tout ça. En tout cas, je me réjouis. Mais c'est vrai que si on fait poste par poste, je crois qu'au niveau des gardiens, personnellement, je ne vais pas m'aventurer à trancher. On a Roubets d'un côté, on a Sateri de l'autre. C'est ce qui se fait de mieux dans notre championnat. Ça va être difficile de les battre. C'est pas un poste clé pour faire la différence. C'est ça. Voilà. C'est pas le poste qui fera. Bon, après, tout peut arriver. Peut-être, mais quand on arrive à. On sait pas. Hein, Kingsley qui va au but, qui chope Roubets. Si Roubets sort de la série. Ou Zurich, ou Bienne qui trouve des moyens de déstabiliser. Ou un Chris Baltisberger qui va rentrer dans sa série. Mais je pense que si on élargit le poste de gardien à la doublure, Bienne est mieux armé que Zurich. Jeffrey Meyer a aucune expérience dans les playoffs de National League. A pas beaucoup d'expérience en National League de manière générale. Il est capable de sortir un bon match de temps en temps, mais pour l'instant, il n'est pas encore au niveau de pouvoir tenir une équipe en play-off. Ouais. Alors, lâchez vos pronostics dans cette série de demi-finales qui va commencer
En premier, on vous lit, bien sûr, on ressortira certains de vos avis. Après, défensivement, c'est vrai que Bienne a une très bonne défensive, mais comme je reviens sur mes propos, je ne vais pas les changer. Zurich, pour moi, c'est la meilleure défense du championnat et c'est peut-être là que cette série peut jouer. Absolument, d'accord avec toi. Plus d'expérience dans la défense, hein, qu'on pense à juste à Patrick Gehring. Son expérience est extraordinaire. Yannick Weber est bon dans les deux secteurs du jeu, que ce soit défensivement, parce qu'il a quand même une grosse carrière de défenseur défensif, et il peut amener offensivement. Phil Baltisberger, excellent défensivement. Lettonen, il est très complet. Dean Koukan. On parle de Dean Koukan, on n'a pas parlé contre Davos, mais j'allais y venir. J'ai commenté 2 matchs, mais le garçon, il a retrouvé tout son allant offensif. Il a été blessé en fin de saison régulière, mais il a montré aussi qu'il a laissé ça de côté. Puis ça pourrait être aussi une des clés, parce que si derrière c'est solide, il y a aussi ces défenseurs qui savent amener de l'offensive et proposer des buts, des passes très importantes ou de créer une brèche dans la défense adverse. Absolument. Et puis, pour le jeu physique, on a Phil Baltisberger, on a Christian Marty. Du côté de Zurich, il y a du choix. Mark Crawford, il a du choix dans son effectif. Et puis si vraiment il faut compléter avec ça, on a vu que Noah Meyer pouvait tenir sa place en National League cette saison. On a vu que Ustinkov pouvait jouer, prendre des minutes à ses autres défenseurs sans que ça prétérite le jeu zurichois. Du côté, si on prend la défensive on va faire un peu la même chose avec la défensive de Bienne aussi, hein, on va pas ça. Leuve, belle expérience, excellent défensivement, j'ai aucun problème là-dessus. C'est peut-être pour moi c'est le meilleur défenseur à Bienne. Forster, expérience encore plus grande que celle de Patrick Gehring, lui aussi s'est gagné des titres. On a vu qu'il s'est adapté aussi dans sa façon de jouer depuis quelques années. Il est très bon aussi pour monitorer Noah Delémont. Ça joue pas à grand chose, c'est pas hyper évident, mais il y a Grossman, Radgeb. 60-40 pour Zurich sur la défensive. Ouais, j'aime bien être d'accord avec toi des fois. J'aime bien te contredire aussi, mais je suis assez d'accord. 50-50 pour les gardiens, 60-40 pour la défense. Et puis au niveau de l'attaque, vas-y, maintenant. Je la mettrai un petit peu pour Bienne. Parce qu'il y a plus d'artistes répartis sur les lignes. Alors oui, il y a d'excellents joueurs. On a parlé de Texi, on a parlé d'Andrighetto du côté de Zurich. Mais après, il y a aussi beaucoup de plombiers. Hein, Bachhoffner, Chris Baltisberger, notamment, qui sont des joueurs beaucoup plus de rôle. Alors Chris Baltisberger, il est capable de marquer des buts. Il nous l'a montré. Il fait une excellente saison d'ailleurs. Cette année, il a une dizaine de buts avec les playoffs. Mais je pense que Bienne a 3 bonnes lignes offensives avec la H2O, avec le duo des Finlandais et puis le Artonice quand il est complet ou pas. Ouais, ça c'est peut-être le problème parce que Martin Steinegger hier à notre micro en avant-match a dit que pour Brunner c'était encore 1 à 2 semaines. On sait qu'on ne parle pas puis qu'on ne dit pas tout non plus en play-off, mais peut-être pas compter sur un retour de Brunner pour compléter la ligne des Zurichois tout de suite. Oui, mais quand on voit, à chaque fois que cette année c'était la saison la plus compliquée pour cette ligne-là, il y a toujours eu quelqu'un pour prendre la place de celui qui manquait et sans que ça prétérite le jeu biennois. Et puis pour Künzli, pour Kunti, pour Brunner, s'il revient au jeu, cette série, elle est absolument ça devient personnel là. On n'est plus dans du sentiment. Künzli, il a toujours un compte avec Zurich à régler avec Zurich. Hein. Il est pas. C'est sûr. Il était pas considéré du côté des Lions et il est clos du côté de Bienne. Il s'est bien construit et il a bien mûri du côté de Bienne. On prend des avis pour vous montrer que ça va être indécis. Christophe nous dit 4-2, Bienne, Thomas aussi. Yannick Gerber nous dit malheureusement pour Bienne, c'est Zurich qui est plus solide derrière et plus clinique devant le but. Hein. C'est ce que l'on dit aussi peut-être sur certains des joueurs clés, mais plus de talent mieux réparti à Bienne. 4-3 pour Bienne, Hannibal. 4-3 Zurich, 4-2 Z, 4-3 Zurich pour Didier. Ça 4-0. Marc est geek. Je pense qu'il est dans la provocation. Marc, on t'aime bien, mais peut-être. Hein, je dis pas. Hein, tout est bien sûr possible. 4-0 pour Zurich, nous dit Marc. On va vous donner notre sentiment, mais personnel. On publiera bien sûr avant le premier match, bien sûr, nos pronostics et on fera bien sûr les forces et faiblesses de chacune de ces séries. Mais vu qu'on est lundi, que tous nos collègues ont bien travaillé hier, nous, on peut donner notre sentiment. Pascal, Bienne Zurich, ton avis sur cette demi-finale, ton pronostic? Mon pronostic 4-3 pour Bienne.
Donc tu restes sur le fait que L'avantage l'avantage de la glace va primer. Oui. Ok. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que déjà, j'aime quand ça va loin, les séries, et que ça devient palpitant, parce qu'un match 6, un match 7, en demi-finale, quand vous sentez la finale approcher et tout ça, c'est magnifique à vivre et ça peut être très beau sur la glace. Et au-delà du 4-3 Bienne, qui est peut-être aussi mon sentiment, parce que plus de potentiel aussi pour des Biennois, aussi en situation spéciale, même si ce n'est pas leur point fort, mais qui peuvent l'exprimer avec 2 unités de powerplay, qu'on ait du beau jeu. Qu'on laisse parler les belles émotions avec tous ces joueurs talentueux qu'il y aura sur la glace. À coup sûr, les 2 demi-finales, là, on n'est pas, on est est gâté. On est bien servi, ça c'est clair. En parlant de l'autre demi-finale, donc la série B, avec des guillemets, celle qui commence vendredi le 31 et qui est la seule série d'ailleurs qui jouera tous les 2 jours, puisqu'il y a le week-end de Pâques qui arrive et les 2 séries sont regroupées pour le week-end de Pâques. C'est la 6e fois que les 2 équipes s'affrontent en play-off. La seule fois où Genève a gagné, c'était avec l'avantage de la glace en demi en 2010. Toutes les autres séries, c'était l'avantage de la glace à Zoug, dont la dernière en 2001 lors de la finale. 2-2 aussi dans la saison régulière. Aussi 1-1 sur chaque patinoire, une victoire chacun sur la patinoire de l'autre. Genève a gagné les 2 premiers et Zoug a gagné les 2 derniers. Donc dans l'historique récent, c'est plutôt à l'avantage de Zoug. Là aussi, ça va jouer sur des détails. Clairement, je pense là-dessus. Donc n'hésitez pas non plus à mettre vos pronostics dans le point fort ou point faible de chaque équipe. Mais est-ce que Pascal, tu viens pas de finalement expliquer aussi que ça sera méchamment serré en trouvant peu de différence entre les 2 équipes, rien qu'en parlant déjà des dernières confrontations et des historiques des 2 clubs. Et je pense que le dernier match ne reflète absolument pas les forces et faiblesses des 2 équipes. Si vous vous rappelez, c'était 6-1 pour Zoug lors du dernier match, mais Genève était déjà qualifié et assuré de terminer dans le top 2. Zoug était à la poursuite de Fribourg pour la 6e place encore à ce moment-là, donc il y a eu... le momentum était complètement déséquilibré à ce moment-là. Comme pour Bienne, il y aura un sentiment de revanche, clairement, du côté genevois, suite à la dernière finale. Il y a un besoin de se corriger, d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont participé des 2 côtés à cette finale. C'est sûr. Et qui veulent soit montrer que c'est toujours les boss, ou montrer que maintenant ça a changé du côté de l'équilibre, de la balance des forces sur la carte du hockey suisse. Ce qui est bien, c'est qu'on a splitté les 2 demi-finales, donc vous n'allez pas pouvoir être frustré, vous allez pouvoir voir ces 2 magnifiques affiches du dernier carré, mais c'est vrai que Genève, depuis cette finale perdue aussi, a continué de grandir, s'est renforcé, s'est donné les moyens de s'ouvrir cette fenêtre pour aller chercher ce titre. Le talent est là. Maintenant, il faudra aussi arriver à mettre de côté l'aspect peut-être mental, blocage qu'on peut avoir de cette dernière finale et de certains problèmes qu'on pourrait retrouver sur la glace. Mais au talent pur, donne un avantage à Genève. Parce qu'il y a beaucoup de talents défensifs, avec bien sûr Tom Ernest et Vatanen, mais Carrère et Lecoultre ne sont pas oubliés. Jacques a une énorme expérience aussi. Dans les buts, je pense qu'on peut donner un petit avantage pour moi, attends, je t'écoute volontiers après, à Genève Servette, parce qu'ils ont un duo ultra compétent. C'est-à-dire que s'il y en a un qui marche un petit peu moins bien, le deuxième peut arriver. Robert Mayer peut prendre feu sur ce qu'il a montré sur les 3 derniers matchs. Gauthier Desclous peut prendre feu. Et que Giannoni, lui, il est déjà tellement haut que peut-être il peut décevoir. Sentiment purement personnel. Alors, tu vois, j'aurais été dans l'autre sens. C'est-à-dire que, oui, Genève a 2 gardiens qui peuvent jouer, tandis que Hollenstein n'a pas encore montré grand-chose en play-off. Donc si Giannoni venait avoir un problème, ça pourrait être un facteur. Mais je pense que l'expérience de Giannoni, par contre, parle pour les gardiens zougois. Je mettrais 55-45 pour... C'est bien de ne pas être tout le temps d'accord, Pascal. Oui, absolument. Pour Zoug dans cette série-là. Après... je pense qu'il y a un point qui va être très important, c'est la gestion du temps de jeu des défenseurs. Tom Ernest, tu l'as dit, Vatanen, Carrère aussi. Mais avec le retour de Lecoultre, ça va permettre aussi de prendre des minutes à ces 3 joueurs-là, de répartir un petit peu mieux le temps de jeu.
Didier a aussi raison, hein. À mon avis, une des clés, c'est pas répondre aussi à peut-être cette provocation zougoise, hein, qu'on rappelle entre Kovar et Tom Ernest lors de la dernière finale. Abdelkader est là aussi. Premier match, premier shift, Kovar était allé rentrer dans le lard de Tom Ernest et ça avait éteint le défenseur suédois. Mais je pense qu'il est un petit peu mieux entouré. Il est aussi. En mission aussi. Ah, lui, il est totalement en mission. Il nous l'a dit, hein, Tom Ernest, quand il a marqué son but incroyable contre Berne. Il est là. Il veut terminer sur une note positive, sa carrière suisse. Attention, parce que le powerplay, on y revient par rapport à ce qu'on a débriefé aussi. Zug n'a pas eu énormément de possibilités en quart de finale, mais a terminé à plus de 30% d'efficacité du powerplay. Couleur retrouvée, alors que Genève a terminé dans les 14%. Ça peut être aussi une clé de cette série, hein. Quand on est si proche finalement, chaque détail peut compter et chaque situation spéciale peut avoir son histoire aussi, ça c'est sûr. Après, pour le jeu physique, on l'a vu dans l'historique de Genève, il y a quand même des joueurs qui peuvent jouer physique, mais c'est plus des attaquants que des défenseur, hein. Tanner Richard notamment. Et puis il y a le facteur X, pour moi c'est le retour de Noah Rod. Aucune idée de est-ce qu'il va pouvoir jouer ses demi-finales ou pas, mais on a vu déjà que le retour de Lecoultre avait fait énormément de bien à Genève Servette. Le retour de Noah Rod dans l'alignement, ce serait pas une bonne nouvelle pour Zug, parce que le capitaine de Genève c'est quand même un gars qui aime les émotions de playoff, qui est capable de jouer physique, qui est capable d'aller marquer des buts. C'est pas le gars le plus talentueux devant le but adverse, mais il sait pousser ce puck au fond quand il faut le pousser au fond. Attention en face, bien sûr, parce que Simeone est top scorer. Il a fait de très bons quarts de finale. Hoffman est revenu. Il nous l'avait dit à notre micro aussi qu'il serait prêt pour le premier match de playoff. Il l'a été. Ça a été la très bonne surprise de ce début de quart de finale. Kova, il va être chiant à jouer. Soyons d'accord, hein. C'est un garçon qui sait tout faire. J'ai comme trouvé moins de transcendant dans cette série contre Rapperswil qu'il ne l'a été par le passé. Pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Mais est-ce que c'est Rapperswil qui a réussi à le contenir ou est-ce que c'est lui qui est un petit peu en méforme? Alors comme Kovar a aussi 3 poumons comme Tanner Richard, ça va être sympa. Ah oui, absolument. Ça va être une série absolument chouette à suivre. Je suis très intéressé de voir comment ça va se passer. Après, on a parlé d'Abdelkader. Faut pas oublier non plus les petits en taille du côté de... Mais immense par le talent. Hein. Heureusement qu'ils jouent pas ensemble, Marchini, Camper et O'Neill, parce que ils sont vraiment pas très grand, hein. C'était encore plus flagrant hier quand O'Neill a marqué. Il y avait Camper qui est passé juste derrière, puis j'étais ah oui, mais ils sont vraiment petits. Mais ils sont excellents, ils sont capables d'aller marquer un but n'importe quand. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important. Ce sera la gestion des émotions d'un côté comme de l'autre, et la gestion du jeu physique d'un côté comme de l'autre, toujours être dans la limite et pas donner des pénalités à l'adversaire. Offensivement, moi je reste avec cet avantage assez grand finalement pour moi à Genève Servette au niveau de la profondeur aussi, de la qualité des joueurs. À Zug, bien sûr qu'on a une équipe aussi très complète, mais j'ai l'impression que Genève a vraiment des artistes sur la glace. Omark, Artikainen, Winnick qui peuvent faire la différence. Bien sûr, on parle des étrangers, mais on a eu un Tanner Richard excellent et bien sûr aussi les autres qui peuvent suivre. Frappelant, pas encore vraiment eu de la réussite dans le quart de finale. Il a essayé, il est tombé toujours sur le gardien adverse ou sur un raté de quelques centimètres. C'est peut-être son heure en demi-finale. À voir. Pour reprendre mon système de notation sur 100, au niveau de la défense, je mettrais 50-50. Au niveau de l'attaque... Je suis plus tranché Genève Servette. Tu verras avec mon pronostic peut-être. Non mais au niveau de l'attaque, je suis comme toi. Je mets un avantage, on va dire 60-40 pour Genève. Au niveau du talent brut et de la gestion des émotions. Bon, ce qui est bien, c'est que... Il y a eu beaucoup d'avis. Hein. Beaucoup d'avis, mais on ne fait pas du tout l'unanimité dans aucune des deux séries. Absolument pas. Mais je pense que tu as aussi le côté partisan de ne pas vouloir voir telle ou telle équipe passer en finale parce que... si tu es supporter d'un autre club roman, ça peut coincer. C'est difficile de donner la victoire à... Surtout que si t'es un club, surtout quand c'est le rival. Potes de club qui viennent te lire, tu dis quoi? T'as dit 4-1 pour Genève et tout, alors que t'es supporter de Fribourg, de Lausanne, c'est pas possible. Donc voilà, Marc nous dit 4-2 Zouk, Quentin Mosca Ritolo nous dit 4-2 Zouk, 4-1 bien sûr pour Quentin Delaville, supporter genevois. Finale 100% romande pour Thomas Fueg, 4-2 Genève pour Didier qui est aussi un supporter grenat.
Les artificiers de Genève face au J'ai beaucoup mur aimé rénové de Zoug, nous dit Hannibal Lecter. J'ai beaucoup aimé, c'est tout à fait ça. Le mur rénové, j'aime bien ça, je vais m'en souvenir au moment de revenir commenter ces matchs ou plus tard dans la série. Pascal, si je résous tout ce que tu nous as dit, si je résume tout ce que tu nous as dit et je résous ton problème de tranchée, toi tu pars sur un 4-3 avec avantage de la glace encore pour Genève? Exactement. Ah, tu vois, je te connais parfaitement. Moi, je suis plus d'avis que Genève a les clés pour gagner cette série facilement, plus facilement en tout cas. Je dis, allez, j'hésite entre le 4-1 et le 4-2, mais 4-1 pourrait vraiment faire en faveur de Genève Servette si tout clique et qu'ils arrivent à prendre le dessus sur Zoug. 4-2, ce qui expliquerait qu'ils devraient aller au moins gagner une fois à la Bossard Arena. Donc, valide le 4-2 et la victoire lors de l'acte 6 parce que chacune des équipes pourra gagner à domicile jusque-là. À voir. Il y a Valérie qui nous dit, je réitère ma réflexion du tout début, Genève a plus de chances de passer contre Zoug en demi. Donc je pense que contre Zurich. Oui. Au final, en play-off, il faut toujours battre pour être champion, il faut battre les adversaires qu'on nous propose. Voilà. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Parce que ça, c'est faux. Il faut les battre dans la saison régulière pour être en premier. Mais il faut battre les adversaires, les 3 adversaires qui sont sur notre route, ou 4 quand on passe par les pré-playoffs. Mais comme il n'y a plus d'équipes de pré-playoffs dans ces demi-finales, c'est comme ça. C'est ça. Allez, on parle finale de play-out, barrage, promotion, relégation pour terminer cet épisode d'Overtime. D'abord, parler de la finale de play-out qui s'est terminée samedi soir avec un succès et un maintien en National League des STL Langnau Tigers 4-2 dans la série aux dépens du HC Ajoie dans un dernier match un peu drama qui a vu Harry Pessonen être le héros final de cette série en inscrivant le but de la victoire à la 95e minute de jeu. Beaucoup d'heures supplémentaires pour toi. Oui, bon, voilà. Mais justement, vu que j'ai commenté le match, peut-être ton avis en premier, Pascal, sur cette série, sur ton ressenti de ce que nous avons proposé les 13e et 14e de cette saison régulière. Bon, on a vu une vraie série de play-out. Peu de buts, des joueurs qui jouent la peur au ventre. C'est typiquement ce que j'ai vu de cette série. 2 équipes qui ne s'engagent pas, qui ne se découvrent pas, parce que justement, on est sur la glace pour ne pas perdre et pas sur la glace pour gagner. C'est un facteur important quand on compare au play-out. Hein, on en a parlé une fois après un match. Tu me disais, tu verras, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est exactement ça. Tu as commenté l'acte 5, hein, c'est pour ça aussi que tu t'en es rendu compte aussi mais je savais, pour avoir vécu une fois de très près une série enfin 2 séries de play-out en l'occurrence à la suite, où les clubs dans ce qui est la finale de play-out. Je n'aime pas ce terme de finale, je suis désolé, ce n'est pas une finale, parce qu'il n'y a rien à gagner au bout. Les équipes jouent vraiment la peur au ventre. Les patins, on essaie plutôt de patiner en arrière qu'en avant. Ça a été compliqué. Je ne pense pas que Ajoie perd la série sur les 2 premiers matchs. Je pense que c'est dans la gestion des moments clés sur les matchs 5 et 6. Mené 2-0 dans l'acte 5 à 6 minutes du terme, ils prennent 2 buts dans les 3 dernières minutes assez rapidement. Même chose lors de l'acte 6. Ils mènent de 2 buts à la deuxième pause, ils encaissent 2 buts en 8 secondes au début du 3e tiers. Et je pense que c'est là qu'Ajoie a eu un petit problème de sa gestion, mais ça c'est aussi l'expérience. Alors moi je rajoute quand même l'acte 1, parce que l'acte 1, Pascal Ajoie n'était pas prêt. Il pensait avoir préparé ça depuis des semaines, être au rendez-vous, puis en face, Langnau qui récupère tous ces joueurs étrangers, qui a aligné Ikin, dont on nous avait dit qu'il y avait une opération à l'œil 10 jours avant, qui était sur la glace, Sarela, Sariervi étaient tous là. Or bien sûr que Ajoie avait aussi récupéré ses blessés avec De Vos et le Duc aussi, qui a pu jouer un moment ce play-out. Et reste que ça a dicté quand même un petit peu, ça a donné le ton un petit peu à cette série et ça a montré à Ajoie que Langnau est quand même une équipe aguerrie à ce genre d'exercice. Elle a dû, je crois que la Berner Zeitung disait par 18 fois dans son histoire, se sauver les miches en play-out et tout ça. Ça s'est ressenti en tout cas dans l'acte 1. Après, par la suite, le HC Ajoie a haussé le ton, est revenu un petit peu dans le jeu. Ça se joue à pas grand-chose, quoi. Mais non.
ça l'explique. Mais c'est même pas de match en match, c'est de tiers en tiers et même par momentum très varié où on monte très haut. Il y a des équipes, et Ajoie l'a démontré d'un coup, de marquer 3 buts en 6 minutes alors que le match est compliqué jusque-là. Je parle du match 6. Et tout d'un coup, Langnau aussi qui profite de 2 buts en quelques secondes et ça détruit l'autre et tout. Mais je suis d'accord avec toi, mais sur les 2 derniers matchs, ça fait extrêmement mal à la tête du HC Ajoie et il va falloir digérer ça maintenant pour préparer la suite. Mais le match 1, pour moi, est quand même un petit peu là au milieu, une pierre angulaire qui a dicté en disant à Ajoie, Langnau, c'est certes l'avant-dernier, certes ils étaient 12 points devant nous, mais il y a plus de routine, d'expérience à faire valoir. Et je crois que sur l'ensemble de la série, c'est vrai que c'était serré, mais Langnau a presque tout fait un petit peu plus juste que Ajoie. Absolument, ça je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais, pour revenir sur le match 5 où j'étais, par rapport à ce que je disais, c'est ce manque de gestion de l'avantage, parce que clairement, j'ai senti depuis la place de commentateur que au 2-0, ça a été inconsciemment, mais chez les Ajoulots, ça a été c'est bon, on mène 2-0, il reste 5 minutes à jouer, on a gagné le match. Et quand ils prennent le 2-1, t'as personne qui se dit les gars là, j'aurais presque voulu que Julien Vauclair prenne son temps mort à ce moment-là pour dire. Alors peut-être pas à 2-0, mais à 2-1. À 2-1, oui, à 2-1. Après le 2-1, pour dire hé les gars, c'est pas fini. Regardez, il reste encore du temps à l'horloge. On se concentre, on fait gaffe. Après, c'est un coup du sort. Hein. Le 2-2, les pisteux ils tirent, ça touche le patin d'Arnold, ça lobe Wolf. Mais c'est aussi ce genre de choses, c'est quand vous êtes dans une spirale qui est un petit peu négative, la chance elle est contre vous. Hein, c'est le puck, on l'a vu à l'acte 6 avec le puck qui rebondit sur la bande, qui va taper la transversale de Bolshauser, puis qui tape l'épaule du gardien, mais devant, donc il finit devant, plutôt que taper de l'arrière de l'épaule et puis rentrer dans le but. C'est ces petits Ce genre détails. de petits détails qui font ça, mais par 2 fois, Pascal, tu le dis très bien. Tu peux pas encaisser 2 buts comme ça dans les 5 dernières minutes à l'acte 5, et tu peux pas prendre 2 buts en 6 secondes alors que tout va bien dans l'acte 6 et que tu es en train de pousser Langnau à un match 7 de tous les dangers. Et puis que tu as le public qui voilà. te porte. Le 4-3, je l'accepte, il peut arriver. Le 4-4 sur l'engagement, et c'est le pisteux c'est qui part. C'est une faute professionnelle. Il faudra revoir des choses. Ce que j'ai pas aimé encore, parce qu'il faut trouver du négatif quand on est maintenant en barrage de promotion de relégation, c'est le powerplay d'Ajoie. On surutilise la première ligne parce qu'on se dit qu'à force d'essayer, eh bien, ça va finir par arriver. Et je crois qu'ils ont passé, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais 11 minutes 15, je crois, de jeu de puissance samedi. Brennan a dû jouer 11 minutes 13 des 11 minutes 15. De Vos, Ezen, parce qu'après il a remis les étrangers. Hein, d'abord il avait commencé en les séparant, il a remis les étrangers ensemble. Et on n'a jamais utilisé la deuxième unité du jeu de puissance, c'est-à-dire que Langnau l'a fait. Et Langnau a plus varié, a été peut-être mieux coaché. C'est une question qu'on nous pose. Est-ce que Vauclair est toujours l'homme de la situation? La réponse est oui. Aucun doute là-dessus. On ne peut pas enlever ça. Oui, il a fait plus du coaching entre les matchs que pendant les matchs. Voilà. Il n'a pas non plus un effectif d'une profondeur folle. Il a essayé des changements. Il a mis Maca sur numéraire. Il a gardé Derungs 13e. Il a essayé de faire le Duc, après remettre Bakoche. Romaninger défense, Romaninger en attaque. Quand il a du eu coaching, il a eu fait. Mais peut-être prendre du recul du côté du coaching staff d'Ajoie pour se dire, contre Chaux-de-Fonds, il faudra peut-être aborder la promotion-relégation différemment, et notamment sur les powerplay, et pas surutiliser certains joueurs. Brennan a énormément joué. Brennan, il joue 2 minutes de powerplay. Hein, il joue sur les 2 unités. C'est aussi simple que ça. Mais oui. en même temps, il joue beaucoup à 55 aussi. En même temps, tu mets qui à la ligne bleue sans vouloir faire affront au niveau des défenseurs jurassiens, mais tu mets qui comme deuxième défenseur à la ligne bleue? Thierry? Thierry va peut-être pas rejouer. Hein. Lui, en tout cas, il était sacrément. Il y a 2 joueurs amochés. Rouillé, il a prouvé l'année passée que c'était pas un joueur de powerplay. Il n'a pas beaucoup joué non plus. Birbaum, c'est jamais été un joueur de powerplay. Howard, c'est pas un joueur de powerplay. Pouilly est revenu que pour le match 6. Donc, voilà, il revient seulement maintenant. Mais... Je suis d'accord, mais... Si tu te prives de Leduc, tu dois mettre Brennan sur les 2 minutes de powerplay. C'est aussi simple que ça. Après, c'est frustrant parce que on doit en parler.
promis que je le ferai pas, mais on va quand même ouvrir un petit peu la porte. L'arbitrage n'a pas été bon au premier tiers. On avait une question sur Twitter de Flora, justement, qui nous parlait de l'arbitrage. Alors, moi, je vais prendre le match que j'ai commenté. Il y a eu une erreur d'arbitrage en prolongation, mais je la comprends. C'est-à-dire que il y a un moment, Sari Järvi qui dévie un puck dans le public. Les arbitres se consultent, mettent 2 minutes, discutent entre eux et annulent la pénalité. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai pas pu aller discuter avec Michael Cherry, j'aurais beaucoup voulu, mais il est rentré, j'ai pas eu le temps de l'interpeller au moment où il est sorti de la glace pour dire que je voulais lui parler, en off, pas en on, pour qu'il m'explique le processus de réflexion, mais je pense que je l'ai compris. C'est, sur le moment, ils sont pas sûrs que Sari Järvi donne un coup avec la canne pour lever le puck, ce qu'on a très bien vu au ralenti. Donc, ok, Sari Järvi a dévié le puck, tout ça, c'est son action, c'est 2 minutes. Après, est-ce que vous êtes sûr à 100%? Non, alors c'est pas 2 minutes. Mais acte ça aurait pu changer l'issue de l'acte 5. Un match de la plus haute importance, et pas donner le don des arbitres, ça apporte peu, ça peut arriver à tout le monde. Mais... Oh, t'inquiète, il y a quelqu'un sur Twitter qui les a identifiés. Oui, bah, c'est facile à retrouver. Et qui voulait notre avis sur les arbitres. Charge à la tête de Frossard à retardement. Je la comprends pas, celle-là. L'arbitre est proche, il est en train de regarder dans la direction, personne n'interrompt le jeu. Ça peut avoir une incidence à ce moment de la rencontre. Ah bah, sur pour moi, la début, 5 minutes. Pour moi, c'était en 5 minutes. Pour moi, c'est 5 minutes aussi. Sur la début, il y a une canne dans les patates de Romanengi qui amène à un but de Langnau direct après, qui n'est pas sifflé. Je ne la comprends pas non plus. Donc les supporters jurassiens aujourd'hui sont déçus, mais ce n'est pas l'arbitrage qui leur fait perdre ce play-out contre Langnau. Soyons clairs. Absolument. Voilà. Absolument. C'est la gestion du moment clé, comme on l'a dit au début. Et je pense que c'est... D'ailleurs, j'ai noté, mais il ne faut pas se focaliser que là-dessus pour expliquer la défaite à Joulette. C'est typique, exactement ce que j'ai écrit comme conclusion par rapport à l'arbitrage. Il y avait une vraie question arbitrage. Et ça, c'est des situations qu'il y a eu. Un arbitre a-t-il le droit d'aller contrôler une pénalité à la vidéo sans mettre 5 minutes dans un premier temps et en plus de l'allumer complètement? C'est arrivé 2 fois au dernier match, une fois pour chaque équipe. Et je ne me souviens pas avoir vu ça cette saison. Oui, il peut mettre. Pour les canotes, c'est 2+2. Et c'est le seul cas où il peut annuler. Et ça a eu lieu 2 fois dans le même match entre Lugano et Genève en saison régulière. C'est moi qui le commentais. Une fois, c'est Artikainen qui dégage un peu et qui s'est atterri dans le visage d'Herburger. Les arbitres ont mis 2+2 à Artikainen, sont allés voir la vidéo, ont annulé. Et au 3e tiers, c'est Artikainen qui soulève la canne d'Herburger, qui se la met dans le visage. Ils mettent 2+2. Dans le match d'Ajoie, les 2 pénalités qu'ils vont voir, c'est très juste d'aller le faire. C'est des canotes, mais c'est chaque fois avec le mouvement pour dégager le puck et le matériel qui arrive à la canne. Au visage de l'adversaire. On n'a jamais été surpris que d'un coup les arbitres n'arrivent pas à bien voir et ne mettent pas une pénalité. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre en doute, mais mieux vaut aller voir les images pour ça. S'ils ont un doute, c'est 2 minutes. C'est ça. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est dans le mouvement d'un tir ou d'une passe et que vous allez toucher le visage de votre adversaire, ce n'est plus 2 minutes pour canne haute, même si on est maître de sa canne et qu'on peut tout à fait faire exprès de la mettre dans le visage de son adversaire, parce que c'est considéré comme étant dans un geste naturel de hockey sur glace. C'est ça. Quand vous levez la canne de votre adversaire puis qu'une canne vous touche le visage ou que c'est la vôtre qui vous touche, parce qu'il y a aussi eu ça, c'est je crois Kevin Boson qui a une canne haute sur lui, mais en fait c'est sa canne qui touche son visage. Il n'y a pas de 2 minutes en fait. Si vous levez la canne de l'adversaire pour la mettre dans votre visage, même si vous ne le faites pas intentionnellement. C'est pour ça que j'ai dit que les arbitres n'ont pas été bons au premier tir. Après, reste, ils ont osé aller à la vidéo quand ils le devaient, même que ça tirait en long des fois et tout, mais mieux vaut aller à la vidéo et prendre son temps. On le voit de plus en plus. Le problématique, c'est qu'ils ont des images en 720 pixels quand ils sont sur leur outil. C'est ça, et on les entend, nous, parce qu'on entend les demandes qu'ils font dans nos casques qui veulent en meilleure résolution, donc en 1080 pixels. Et ça, c'est pas eux qui maîtrisent l'image. À ce moment-là, c'est le quart. Donc il y a toujours la problématique de la communication avec le quart, de dire plus une image, plus 2 images, plus 3 images, en vitesse normale, au ralenti. Il y a toujours ce problème de la gestion de la révision. Pascal, reste que maintenant on en est à un barrage de promotion, relégation entre le cancre de National League, le HC Ajoie, et le champion de Swiss League, le HC La Chaux-de-Fonds. Qu'est-ce que ça donne? Comment ça se présente que ce derby de l'Arc jurassien, que beaucoup de supporters vont se réjouir de vivre, que les 2 clubs vivent ça avec des émotions, à mon avis, totalement différentes. Comment toi, tu présentes
cette série au meilleur des 7 qui va commencer jeudi. Alors d'abord, je m'excuse pour le petit problème de son que je viens de faire puisque je me suis gouré de sens en voulant couper mon micro. Comment je vois ça? Ça va être tendu, très tendu. Pourquoi? Parce que d'un côté, on est une équipe, comme tu le dis, qui vient de vivre une énorme déception, qui doit digérer ce qui vient de se passer. Il doit digérer la frustration d'avoir perdu cette série de play-out alors qu'elle pouvait clairement la gagner. Il va y avoir beaucoup d'émotions sur la glace, parce que, justement à cause de ça, mais aussi dans les tribunes parce que c'est un derby, qu'il y a beaucoup d'espoir du côté de la Chaux-de-Fonds pour retrouver la National League, et je comprends que les Chaux-de-Fonniers veulent retrouver la National League. Et par contre, il y a l'avantage psychologique. Hein. Ça fait à peu près 30 matchs, 2 défaites seulement pour les Chaux-de-Fonniers, et c'est 2 défaites en play-off. Hein. C'est pas la saison régulière. Cette finale de play-off qui a été pas trop facile parce qu'il y a eu de la résistance, mais gagnée trop facilement en 4 matchs leur a permis aussi de digérer cette victoire. Hein. Ils n'arrivent pas, en ayant gagné le 7e match, ils recommencent 2 jours après avec la tête dans le cul parce qu'ils ont fêté. Soyons honnêtes, ils ont le temps de digérer, ils ont le temps de se préparer. Louis Matt et son staff, ils ont pu complètement préparer aussi les 2 adversaires potentiels qu'ils avaient. Plus là encore, ils ont 4 jours pour préparer le début de la série. Ça va être tendu. Il va falloir aussi gérer le fait que Ajoie doit enlever 2 étrangers, Chaux-de-Fonds doit entrer 2 étrangers dans son effectif, puisqu'on joue à 4. Alors, c'est bien que tu le dises comme ça, parce que Ajoie a déjà joué à 4 étrangers cette saison, mais là, doit choisir. Si on fait le tour des étrangers, Brennan, je l'enlève pas. Indiscutable. C'est indiscutable. De Vos. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Ça fait jamais plaisir à entendre quand on est joueur, mais je pense que De Vos actuel est à 60%. Ouais. Il a des problèmes après son coup reçu à Davos Nordström et des autres problèmes de santé qui font que... C'est simple, il n'a pas marqué dans cette série. Hein. Ouais, soyons honnêtes. Et chaque fois qu'il avait une possibilité de tir dans les matchs que j'ai regardés, il choisissait l'option de passe. Donc je pense qu'il y a aussi là un problème de confiance. Donc peut-être son passé. Hazen, il a été bon. Il a monté en puissance. Asselin peut être une option. Mais moi je garde. Gauthier, Brennan, Hazen et Gauthier. Ouais. Et le 4e, je pense que... Entre Asselin et De Vos. Parce que Bakoche est pas... T'es presque obligé de partir avec la pression de devoir peut-être mettre De Vos et peut-être d'acérer Asselin en cours de série en fonction de comment ça tourne. Le Duc, je pense qu'il n'y a qu'une option si ça va vraiment mal pour mettre 2 défenseurs. Et Bakoche serait, à mon avis, le surnuméraire si tout le monde est en santé. C'est celui que j'ai trouvé le plus en retrait dans cette série. Oui, Yannick, c'est pour les 2 équipes, hein, les 4 étrangers. C'est pour ça que je parlais d'entrée de 2 étrangers. C'est bien ce que tu as dit, qu'il y a des choix qui vont devoir être faits des 2 côtés, parce que Chaux-de-Fonds peut jouer à 4 étrangers. Et moi, ma question, Pascal, est-ce que Chaux-de-Fonds doit jouer à 4 étrangers? Alors, je ne vais pas pouvoir faire une bonne réponse parce que j'ai pas vu les Chaux-de-Fonniers jouer cette saison, j'ai pas regardé de match, j'avoue. Là-dessus, je me suis pas concentré sur la Swiss League, sur la finale de Swiss League pendant. T'en as un qui est indiscutable, Sondre Holden. Il est incroyable, meilleur étranger de Swiss League de la saison avec Garinen, aucun problème. Après, tu as Matthew Wilkins qui a joué en play-off, et tu as aussi Sebastian Bengtsson qui a été blessé, qui est revenu. Le 4e, c'est Kyle Topping. Et est-ce que tu le mets aux dépens d'un joueur, parce que Topping n'a pas pu se mettre en avant avec le HCC, est-ce que tu le mets aux dépens d'un joueur qui est allé jusque-là? Est-ce que tu crées pas des tensions dans ton vestiaire aussi de devoir insérer un joueur étranger parce que tu en as la possibilité? Est-ce que tu pars pas avec ceux qui sont allés gagner ce titre que le HCC attendait depuis 27 ans? En toute honnêteté, si j'étais Louis Matt, mais je ne suis pas Louis Matt, pour le premier match, je partirais avec mon effectif qui a gagné le titre. Et ensuite, je réfléchirais à la possibilité d'intégrer cette équipe Bengtsson et Topping qui n'ont pas joué la finale. Très compliqué, parce que la problématique, c'est qu'il doit déséquilibrer des lignes qui ont bien fonctionné jusque-là. Est-ce que ce sont aussi des étrangers qui peuvent jouer
un peu plus défensivement qu'offensivement, ça c'est toute une problématique que je ne sais pas. Donc à voir, à voir là-dessus aussi. Reste que le HCC est dans une dynamique très positive, que le HCA, avant la série contre Langnau, s'attendait à devoir peut-être aller jusqu'à ce barrage. Donc finalement, avant la série, je dis. Oui, Oui. non, mais Il s'attendait peut-être à y aller. J'ai pas dit que ça serait couru d'avance, mais non, mais comme tu disais... au vu de la saison, tu dois quand même te préparer à jouer le barrage. Absolument. Si tu te mets du côté de Chaux-de-Fonds, on a déjà parlé beaucoup d'Ajoie avant dans le débrief. Si tu te mets du côté de Chaux-de-Fonds, la dynamique est bonne. Et je crois qu'ils sont très contents de jouer à Ajoie. Parce que s'ils jouaient Langnau, ils perdaient déjà Huguenin et Petrini, qui étaient en prêt. Langnau a été clair dès le début des play-outs. Si on doit jouer contre Chaux-de-Fonds, Petrini et Huguenin, ils sont à Langnau. Donc voilà. Et moi, pour cette série, elle sera émotionnellement très haute. Vraiment. Ça sera... Et j'espère que ça reste correct sur la glace et dans les tribunes. J'ai bien dit et dans les tribunes aussi. Parce que de ce que j'ai cru entendre, les Chaux-de-Fonniers ne voudraient pas d'Ajoulo dans leur patinoire. Les Ajoulo n'ont pas encore statué là-dessus. C'est aussi une question de sécurité avant tout. Ce n'est pas une question de rivalité et tout ça, je précise bien. Mais il faut pouvoir gérer aussi ce qui se passe en dehors de la glace, en dehors de la patinoire peut-être aussi. C'est un derby, donc c'est forcément avec un enjeu énorme et tout ça. Mais le HCC part avec quand même largement la possibilité de faire douter le HCA. Et c'est là qu'on verra aussi, parce que je crois que c'est très difficile de se projeter. Après 2 matchs, quelle est la vraie différence entre National League et Swiss League? Parce qu'on a une équipe qui est vraiment montée comme ça dans sa saison et qui a terminé en beauté sa saison et qui joue un hockey remarquable avec une première ligne magnifique. Mais est-ce que le dernier de National League n'a pas plus de vitesse, d'exécution, d'expérience peut-être que le champion de Swiss League? Je ne sais pas. C'est ce que j'avais aussi noté, c'est pour le HCC, justement, il devra s'habituer au rythme National League. Vitesse d'exécution, tu l'as dit. Là-dessus, avantage clairement à Ajoie, c'est l'habitude du rythme de jouer contre des équipes. Quand tu joues contre Zurich, contre Zug, contre Genève, contre Bienne, contre Berne, contre Fribourg, contre Lausanne, c'est pas le même rythme que quand tu joues contre les Ticino Rockets, Winterthur, le HCCR, Viège, Turgovie. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et puis l'arbitrage sera assuré par des arbitres National League. Ça, c'est un facteur qui, pour moi, peut peser aussi dans la balance, pas par leur mauvaise gestion des matchs, comme on a pu voir sur certaines rencontres depuis le début des séries, mais sur le fait que non seulement ils connaissent les joueurs d'Ajoie, pour les arbitrer souvent, mais qu'en plus, c'est pas forcément la même façon dont on gère certaines situations et certaines discussions. Là-dessus, la Chaux-de-Fonds va aussi devoir s'habituer à l'arbitrage un peu plus élevé au niveau normalement du niveau que ce qu'ils ont l'habitude. Après, si on fait poste par poste rapidement, parce que notre épisode prend... Oui, on est en train de battre le record de 2 semaines. Mais en même temps, tu es présent, donc... Pas de souci, pas de souci. Rapidement, au but, avantage Ajoie, pour moi. Clairement. Parce que duo compétent, Östlund est un bon gardien. Mais contre Sierre en quart de finale, il a été quand même battu très souvent. En demi contre Turgovie, il a déjà été mieux. Et en finale, après, c'était très bon. La doublure, c'est Hugo Servigno, qui n'a pas d'expérience à ce niveau aussi. Ça venait à mal se passer pour Östlund, donc avantage pour Ajoie. Au niveau de la défense, pour moi, il y a toujours ce qui dit que l'avantage est au club de National League, mais je donnerai un avantage au HCC, parce qu'on a maintenant avec Huguenin, Arnaud Jacquet, Mateva, 3 joueurs qui ont aussi de l'expérience, et on a reculé 2 attaquants comme défenseurs, en tout cas dans les derniers matchs avec Jason Dubois et Loïc Albon qui a joué depuis un plus long moment défenseur. Peut-être plus de dynamique et d'envie aussi de prouver que... Inalbon a de l'expérience aussi en National League. Pas une grosse expérience, mais il sait aussi ce que c'est le National League. C'est du 49-51. Et au niveau de l'attaque, en tout cas des étrangers, je donnerais un avantage à Ajoie. Je ne sais pas à toi. Parce que Sondre Holden est l'incroyable joueur et qu'il a à côté Ackermann et Anderson qui valent presque un étranger et demi à eux deux. Mais il y a plus peut-être moins de profondeur dans les étrangers que le HCA. Comme je t'ai dit, je ne connais pas beaucoup l'effectif du HCC, donc c'est un peu plus difficile pour moi de juger, mais je pense que là-dessus, tu as aussi raison. Et le fait aussi
d'avoir l'habitude de jouer à plus d'étrangers est un avantage pour l'équipe de National League, même s'il y en a 2 de moins. Mais peut-être que la clé, Pascal, elle est sur les joueurs suisses. Absolument. C'est toujours ça. Dans ce genre de série, parce que Louis Matt va se concentrer sur les étrangers offensifs pour essayer de les museler. C'est ce qu'a fait Paterlini d'ailleurs avec De Vos. Hein, c'est pour ça aussi qu'on l'a peu vu. Mais là, c'est Kevin Beson à continuer ce qu'il a bien fait dans la série de play-out. Un Frossard a essayé de retrouver le niveau qu'il avait la saison passée, parce que cette saison, il était clairement en dessous de ce qu'il vaut. À voir sur les joueurs de profondeur. Après, un Chiaroni et un Romaninghi ont beaucoup d'expérience. Ils connaissent aussi les moments clés. Et là-dessus, je pense que c'est ce genre de joueur qui peut faire la différence. C'est pour ça que se projeter, c'est difficile, mais que les 2 premiers matchs, parce qu'il en faut un dans le domicile de chacun, vont vraiment nous donner une image peut-être de ce que pourrait être ce barrage de promotion en relégation. Mais en tout cas, il n'y a pas un 70-30 pour le HCA avant de commencer cette série. C'est même très très serré. Je m'aventurerai peut-être pas un pronostic. Il y en a qui se sont lancés. Hein. Voilà, on a Marc qui nous dit 4-2 à Joie, Christophe qui nous dit 4-2 HCC. Je ne suis pas remonté plus haut, mais j'ai vu. Avant la série, pour moi, c'est du 55-45 et la Chaux-de-Fonds a vraiment une belle carte à jouer. D'autant plus qu'on clame haut et fort depuis de longues semaines qu'on veut la promotion, que le vestiaire s'est construit maintenant pour aller chercher cette promotion et que si ça venait à coincer pour des raisons financières, je ne suis pas sûr que le vestiaire s'arrête comme ça. D'un coup, je sais pas, hein, le conseil d'administration dit je crois qu'il parle de 10 millions, on n'arrivera pas à les faire, on préfère rester en Swiss League. C'est pas du tout dans l'ordre d'idée, hein, mais je dis, ça peut être une éventualité. On monte pas, le vestiaire va aller chercher sur la glace les résultats qui vont avec. Donc, à Joie de sortir ses tripes, s'il veut rester en National League et montrer ce qu'il a construit depuis 2 ans, peut perdurer. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de tension. Il y a des membres du conseil d'administration derrière moi au match 6. Ils n'ont pas fait les 1000 pas. Ils ont fait un semi-marathon. Tellement. Bon, il y avait aussi le directeur sportif de Langnau qui était très nerveux, mais certains membres du CA du HCA. Et on voit que là, ça compte. Sont sous tension. Alors que Chaux-de-Fonds, finalement, même s'il venait à perdre ce barrage de promotion-relégation, serait fier de sa saison, serait fier de s'être rabiboché avec un super public qui est déjà à guichet fermé pour les 2 premiers matchs et peut-être construire ça dans les prochaines années avant de rénover les Mélèzes et de monter. Mais si la fenêtre s'ouvre, le HCC va s'engouffrer dedans, c'est sûr. Alors Grégoire, pour répondre à ce que tu dis, de toute façon, pour qu'il y ait le barrage, le HCC devait dire qu'il voulait monter. C'est aussi simple que ça. Il a posé son dossier, il a été accepté, sous condition bien sûr que ce projet de rénovation des Mélèzes puisse avoir lieu. Et le HCC parle d'un budget de 10 millions pour la première saison s'il arrive à monter en National League d'ici quelques semaines. Par rapport au projet de rénovation, s'il y a promotion, ça va forcer les autorités politiques à mettre en route le projet. Soyons honnêtes là-dessus, pour l'instant ça parle de 2025-2026, c'est clair que ça ne va pas se réaliser avant, mais ça va forcer les autorités politiques aussi à mettre ce projet non plus à l'ordre du jour pour la session d'automne, mais peut-être pour la session en urgence aux sessions de printemps ou d'été pour y arriver. C'est toujours des questions politiques. Ça a beaucoup changé par rapport à Genève, Marc. On parle de 21 ans d'écart entre les deux promotions. Les Mélèzes doivent être rénovés. Ça, c'est une certitude. Vont être rénovés. Très certainement. 90% de chances que ce soit le cas, quel que soit le résultat de la série. Mais ça, en même temps, c'est le club phare du haut du canton, à Neuchâtel. Donc forcément, les autorités politiques vont être derrière ce club s'il est promu pour... Au glorieux passé, on va commencer à se souvenir des 6 titres de suite et tout ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que la promotion, pour moi, ce ne sera pas un problème. Après, quand tu dis par rapport à l'éventuel le conseil d'administration qui pourrait dire finalement la promotion... Non, si je dis ça, c'est parce que je me base sur ce que Ajoie a vécu il y a 2 ans en arrière, où Ajoie... Mais justement, c'est là où j'allais venir. Et que ça s'est joué à quelques heures près, parce que finalement, dans les dernières heures, quand Ajoie était en mesure de prendre la mesure de Cloton, c'est le président, le conseil d'administration qui fait des téléphones, et puis qui doit s'assurer que les derniers nouveaux sponsors viennent bien, on ne fasse pas faux bon. On doit présenter le dossier final à la Ligue. Hein. On sait comment cette journée s'était passée la dernière journée. Hein. Ça s'était décidé avec la Ligue qui était venue étudier aussi le dossier.
Et pour la Chaux-de-Fonds, ça risque d'être la même chose parce qu'on peut imaginer que le budget, je crois, qui est autour de 4 millions ou un petit peu moins maintenant, 3,5 millions peut-être en Swiss League, doit être monté, voire triplé pour aller en National League, que ça va amener une effervescence, que ce qui se passe depuis de longs mois est déjà porteur de bonnes nouvelles. Après, il faut le valider. Et c'est peut-être là que le HCC a encore le plus gros travail peut-être à faire. Je dirais la différence par rapport à la promotion du HCA, c'est que il n'y a pas de joueur, en tout cas, j'ai pas entendu de joueur qui avait potentiellement signé dans un club de National League et qui, quel que soit le. Ah non, parce qu'on a gardé Andersons, Ackerman qui ont signé et tout, donc on les a placés assez vite dans la saison. C'est pas des joueurs qui, comme se retrouvaient à Zone de Vos en porte-à-faux, parce que s'ils gagnaient et puis que le conseil d'administration refusait la promotion pour raisons financières. Bah non, ils partaient pas. Ils avaient eu un contrat caduc à Cloton et puis un contrat oui, comme ça, oui. en Swiss League avec Ajoie. Donc, ils étaient gagnants, quel que soit si le résultat était favorable, si promotion était acceptée côté Ajoie ou si Cloton montait, mais ils étaient perdants s'ils éliminaient Cloton et que Ajoie restait en Swiss League. En tout cas, effervescence, il va y avoir des jeudis. La bonne et l'excellente nouvelle, c'est que nous, on diffuse l'entier de ce barrage de promotion, la relégation, qu'on se réjouit de vous commenter des jeudis, samedi pour les 2 premiers actes. Le premier à Porrentruy, avantage de la glace au club de National League. Le deuxième au Mélèze pour cette rencontre. Et puis, la bonne nouvelle, nous disait une personne dans le chat il y a un moment, c'est qu'un club roman sera toujours en National League. Un club de l'Arc Jurassien sera toujours en National League. National League aussi. Maintenant, reste à savoir qui. Eh bien, on verra. On verra. On vous donne pas de pronostic, mais vous aurez un pronostic sur nos réseaux sociaux. Donner le tien. Moi, j'arrive pas à me décider parce que je vais être très original par rapport aux 2 premiers, c'est que j'ai mis 4-3 pour Ajoie. Voilà. Donc avantage de la glace sur le dernier match, parce que c'est aussi extrêmement difficile de. Dans ma tête, j'ai envie de donner un avantage à Ajoie. Parce que je pense que s'ils digèrent bien, ils peuvent aller de l'avant, mais je me dis que le HCC est peut-être inarrêtable, en fait. Donc c'est pour ça que je suis très partagé, puis je me réjouis de voir ce que ça va donner. La gestion d'une première défaite sera importante du côté du HCC. Voilà. De toute façon, on vous mettra un pronostic un peu plus complet avec les forces et faiblesses. C'est ça. D'ici le début de la série. Et comme le disait président Olivier Calam, avec qui on a partagé quelques messages pour rien cacher, on va devoir remettre dans notre GPS la direction des Mélèzes. Mais je vous rassure, président du HCC, qu'on n'a pas perdu. On sait toujours où se trouvent les Mélèzes et ça, vous le savez bien. Alors avant qu'on conclue l'émission, on va quand même vous rappeler le programme parce que demain, vous aurez droit à un talk show sur MySports 1 à 19h30 avec Alex Stéphane, Dany Gélina et Serge Pelletier pour revenir encore une fois sur les quarts de finale, plus en détail avec des analyses un peu plus poussées au niveau des chiffres. Des interviews, des chiffres, expliquer les tournants de chaque série, vraiment avec des images aussi et tout. Bref, une émission de 19h30 à 20h15 demain soir sur MySports. Regardez aussi nos réseaux sociaux parce qu'on va peut-être vous proposer aussi de participer indirectement avec des sondages à cette émission ou des questions sur principalement Instagram. Donc abonnez-vous là-dessus. Mercredi, pas de hockey sur glace. Voilà. Repos pour vous, repos pour nous, ça va nous faire du bien. En famille, profitez s'il fait beau parce que dès jeudi, voilà, ça commence. Alors, on a apéritif sur Overtime NHL jeudi, si ça n'a pas changé depuis. Donc voilà, Jonathan, t'es piégé, t'es obligé de le faire maintenant. Avec jeudi, en soirée, l'acte entre Bienne et Zurich et entre Ajoie et Chaux-de-Fonds. Et vendredi, le début de la série entre Genève et Zoug. Samedi, on reprend Zurich, Bienne et Chaux-de-Fonds, Ajoie. Dimanche, Zoug, Genève. Et puis lundi prochain, on vous donne rendez-vous avec David pour le prochain Overtime, puisqu'on se retrouve à midi sur Facebook le 3 avril pour le direct. T'as tout dit? Presque. On peut retrouver. Vous pouvez nous retrouver. Tu le fais tellement bien. Ouais, je te le laisse. Écoute, j'ai tellement l'habitude de le faire. La semaine prochaine, c'est toi qui le fais. D'accord. On vous remercie pour vos commentaires, vos participations aux discussions dans le chat. On se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine aussi. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé ou toute autre réaction si vous êtes sur Facebook. Dans quelques instants, vous retrouverez le live en rediffusion sur Facebook
dans l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo, et puis la partie audio, ce sera sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et puis n'oubliez pas Twitter et Instagram également, puisque là-dessus, on vous met aussi quelquefois des informations qui sont un petit peu différentes. Mais notamment des on sondages. le voit, il y a beaucoup plus de participation aujourd'hui, énormément de monde aussi en ligne, beaucoup de questions qui viennent. C'est pas pour rien qu'on est dans le meilleur moment de la saison et qu'on va vous le faire vivre jusqu'à savoir qui sera promu ou pas en National League et qui sera le champion. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. Passez un très bon début de semaine. Et à la semaine prochaine. Dans Overtime. Bye bye. Bye bye.